Quand est-ce qu'on se sent le plus seul? Quand on travaille ici le soir ou sur scène, devant le public? On est toujours un peu seul face à son travail, hein. Alors c'est sûr que là, ici, on est plutôt dans une recherche donc où tout est possible, où toutes les choses sont possibles, on explore. Quand on est sur scène, normalement, on doit être dans une urgence. Ouais. Et on doit presque tout oublier. Donc c'est des heures et des heures de travail qui font que voilà, on oublie tout, on oublie la cuisine interne, si vous voulez, et pour livrer le meilleur de soi, de la poésie, de l'imaginaire, du rêve, c'est ça qui est important. Là, ici, c'est un lieu où on travaille, où on cherche. Donc c'est pas la même chose. Mais pour répondre à votre question, obligatoirement, il y a une solitude quand on est sur scène, ça c'est sûr. Bonsoir, Marie-Claude Pietragala. Enchantée. Enchanté, Thibaut. Alors, je veux qu'on mette quelque chose tout de suite au clair. C'est qui Marie-Claude et c'est qui Pietra? Ah là. Je crois qu'il faut mettre les choses à plat tout de suite. Alors, je pense que oui, vous avez raison. Alors, mon prénom c'est Marie-Claude. Oui. Et mon nom de famille c'est Pietragala. Sauf que depuis, on ne va pas dire combien de temps, mais depuis que je suis enfant, tout le monde m'a toujours appelée Pietra, parce qu'il y avait à l'Opéra de Paris, quand je suis rentrée dans le corps de ballet, pas dans l'école de danse. L'école de danse, on m'appelait Marie-Claude. Mais à l'âge de 16 ans, je deviens professionnelle. Et donc, plein de Marie-Claude. À un moment, le maître de ballet dit, ça va pas le faire. Il y avait beaucoup de Marie-Claude. Voilà, il y avait beaucoup de Marie-Claude. Et donc, du coup, tout le monde m'a appelée Pietra, dès le départ. Est-ce que ce sont deux personnes différentes? Alors, je ne connais pas Marie-Claude maintenant. Ah oui, c'est ça. Je ne la connais plus. Je sais que tous mes amis m'appellent Pietra, ma fille m'appelle Pietra, enfin, ma maman m'appelait Pietra aussi, enfin, voilà. De temps en temps Marie-Claude, parce que bon, c'est elle qui m'avait donné ce prénom, mais voilà. Donc c'est plutôt souvent, Pietra ou Pietragala. J'ai été, souvent on me l'appelait Pietragala aussi. Donc mon nom de famille est devenu un prénom. Le théâtre du corps. On est chez vous ici ce soir. Qu'est-ce que c'est cette pièce, cette salle? Et vous n'êtes pas seul ici? Non, je ne suis pas seule, parce qu'on a fondé avec Julien Dereau le Théâtre du Corps. Donc là, on est ici dans le plus grand des studios, le studio où tout commence, où c'est l'atelier. On parlait tout à l'heure de recherche, c'est un atelier de recherche sur notre travail, qu'on a défini comme étant le Théâtre du Corps, qui est aussi le nom de la compagnie. Bon, je sais qu'on avance là, je sais que ça vous crispe un peu, parce que normalement on n'a pas le droit de mettre les chaussures. Exactement, mais bon, pour vous, je fais une exception. Merci, c'est gentil. Voilà, je fais une exception, et comme ça on va pouvoir se diriger vers Julien. Et c'est un lieu, voilà, il y a 3 studios, il y en a un petit qui est derrière, il y en a un qui est là aussi. Là où vous avez l'administration, les bureaux, c'est là où on prépare les productions, les tournées. En haut, là, vous avez notre loge. De l'autre côté, là, il y a la loge des garçons et des filles, plus là, les fenêtres, là, c'est la cafétéria, un espace où ils peuvent manger. Un vrai lieu de vie ici. Ah oui, c'est un lieu de vie, parce que c'est un lieu qui abrite la compagnie, le Théâtre du Corps, mais qui abrite aussi le CFA, le centre de formation. Ah oui, alors c'est ça. Voilà. C'est un CFA. Oui. Donc on ressort avec un CAP de danse? Non, on ressort avec une certification d'artiste corporel qui, avec Julien, on a mis en place cette formation qui est une formation qui est gratuite pour les danseurs. Les danseurs qui ont entre 18 et 25 ans, qui sont donc pré-professionnels, on va dire, et qui pendant 2 ans vont suivre une formation tout en étant professionnels dans la compagnie. D'accord. Donc ils font une alternance finalement dans la compagnie. C'est exactement ça. C'est l'apprentissage, c'est l'alternance, et on les forme à être des artistes pluridisciplinaires. Et vous êtes les premiers ou les seuls? Oui. Mais comment vous avez dû négocier avec l'État, j'imagine, Oui, parce que pas le ministère de la Culture, non, c'est le ministère du Travail. On dépend du ministère du Travail. D'accord. Mais on peut poser la question à Julien parce que bonsoir Julien. Bonsoir. Thibaut, enchanté. Oui, bienvenue. Alors, vous avez fait ça ensemble? Oui. Oui, tout à fait. L'idée vient d'où?
L'idée vient d'une période qu'on a tous pas très bien vécue, qui était le confinement. Ouais. Et comme on s'est, j'allais dire, rapidement aperçu que ça n'allait pas durer 3 semaines, comme évoqué au départ, mais que ça allait être plus long, on s'est dit il faut absolument qu'on ait un projet à se mettre sous la dent, parce que sinon on va devenir fou d'être éloigné de la scène, des studios. Et tout de suite, on a décroché cet énorme projet qui était non seulement de créer le CFA, mais aussi de créer le diplôme et de monter un diplôme qui allait avec ce centre de formation. Donc ça a été très long, administrativement très lourd. Alors dans la période justement du confinement, la chose pratique, c'est que beaucoup de gens étaient chez eux, disponibles, vraiment beaucoup plus donc on répond vite aux mails. Exactement, même en visio. C'est là qu'on s'est mis à travailler avec tous les partenaires comme ça. Et puis comme notre projet était quand même, j'allais dire, dynamique, c'est-à-dire que c'était pour créer quelque chose de nouveau. Finalement, tout le monde était un peu abattu dans cette période, surtout dans les métiers de la culture, parce qu'on nous avait quand même dit qu'on n'était en plus pas essentiel, c'était sympathique à entendre. On s'est dit, au moins, créons quelque chose de différent, comme disait Pietra, pluridisciplinaire, avec le fait que des jeunes artistes qui, au départ, possèdent une discipline de danse, vont travailler aussi d'autres choses, du théâtre, le clown, l'économie de la culture aussi, parce que souvent les donc ils font des papiers. Exactement, ils font de l'administration, ils font des cours pour des dossiers, ce que c'est qu'un dossier, présenter son travail, faire un budget. On fait des simulations pour les mettre dans des situations où ils doivent parler de leur spectacle. Et donc l'aspect économique, c'est aussi le nerf de la guerre. Donc ils doivent présenter, comme dit Julien, un budget, présenter un dossier artistique, voilà, mais ça nous est venu aussi parce qu'on a eu une réflexion sur plus de 25 ans sur les auditions. On s'apercevait que les jeunes danseurs qui sortaient de conservatoire, certes l'enseignement, on ne va pas remettre en cause l'enseignement, mais il y avait un gap entre la sortie de conservatoire mais qui est quand même une élite d'un bon niveau. Oui, mais la sortie de conservatoire avec l'engagement dans une compagnie. Et là, il manquait, à chaque fois, on se disait, mais ils ne sont pas encore prêts à être dans une compagnie. Et donc, en fin de compte, c'est une par la case professionnelle. C'est une passerelle qui leur permet, le CFA, Pietra Gala-Doro, c'est une passerelle qui leur permet d'être non seulement encore en formation. Moi, ce que je dis, c'est que c'est des danseurs professionnels qui sont en formation, qui continuent de se former. Parce que de toute façon, dans la vie d'un danseur, on se forme en permanence. Oui, puis dans tous les métiers. Tous les métiers, mais surtout dans les danseurs. Enfin, je trouve que le métier... on est toujours... Enfin, on devrait être toujours à regarder autour de soi. Donc vous êtes prof, mais est-ce que vous êtes aussi élève d'une certaine manière? Parce que dans cette troupe, vous montez des spectacles, donc vous continuez à apprendre, à vous entraîner. On continue à s'entraîner tous les jours. Là, on revient d'un spectacle, on a dansé Gisèle, là, hier. Et puis Julien il a un spectacle demain et moi après-demain. On jongle sur 5 spectacles dans la compagnie, donc et en plus avec des thèmes complètement différents. On passe de la leçon à mythologie, en passant par Gisèle, dans La solitude des champs de coton, qui est un magnifique texte de Coltès, que Julien interprète avec un danseur qui s'appelle Dexter et qui est un artiste incroyable, un danseur de crump. J'en oublie un, La femme qui danse, moi je suis mon seul en scène. Donc, est-ce que, je vous demande si vous êtes encore élève d'une certaine manière, est-ce qu'avec les années qui passent, l'âge, vous arrivez à faire de nouvelles choses que vous ne faisiez pas avant, et j'imagine inversement, certaines choses que vous faisiez avant, vous n'arrivez plus à faire sur scène, dans les mouvements, dans des gestes? Oui, enfin, ça serait présomptueux de ma part de dire que je fais les mêmes choses que je faisais quand j'avais 30 ans ou 25 ans, parce que j'étais à l'Opéra de Paris et que j'étais dans un répertoire et dans une maison qui était plutôt, à mon époque, même si on avait les esthétiques étaient variées, puisqu'on avait beaucoup de chorégraphes contemporains qui venaient, mais il y avait aussi le grand répertoire classique qui passait par le Lac, par la Belle,
donc Quichotte, il faut cocher les cases, voilà. Il faut tous les faire. Donc ça évidemment, bon, je fais plus ça parce que on a créé avec Julien notre propre travail. Au-delà de ce que vous faites dans les gestes, il y a des gestes que vous n'arrivez plus à faire et d'autres peut-être que vous arrivez à trouver, des émotions que vous arrivez à avoir maintenant alors qu'à 25 ans vous n'étiez pas capable. C'est-à-dire qu'on a notre propre gestuelle. Donc c'est vrai qu'on a notre propre écriture. À 25 ans, vous faites un peu comme tout le monde. À 25 ans, j'étais une interprète. Maintenant, je suis une chorégraphe. Oui. Et même quand on est interprète, on n'arrive pas à faire un peu mieux, un peu différent. Un peu... On fait de toute façon différemment, parce que tous les soirs, c'est différent. Oui. Et puis avec l'âge, il y a une certaine maturité. Et puis il y a aussi des envies. Il y a des choses, nous, on a développé une technique qui mélange la voix et le corps, le théâtre et la danse. Et on a cette spécificité de pouvoir le faire, d'interpréter un texte en même temps qu'on danse. Mais est-ce que c'est pas un peu triché ça? Parce que ce que j'imagine d'un danseur, c'est qu'il est capable de me raconter une histoire et me donner des émotions seulement avec son corps. C'est pas tricher. Hein. C'est beaucoup plus dur. Il utilise sa voix pour me faire passer le message. C'est beaucoup plus dur. Vous imaginez, vous avez deux disques durs. Vous avez un qui est le théâtre et l'autre qui est la danse. Et vous arrivez à fusionner les deux. Et on met le corps en plus pour le souffle. Beaucoup plus dur. J'imagine pour le souffle. Beaucoup plus dur parce que c'est une technique de souffle. Parce que si vous voulez, moi je suis d'accord avec vous quand vous dites que la danse, on doit pouvoir tout dire à travers un geste et tout ça. Ça c'est vrai. Mais quand on a cette possibilité d'être acteur, et Julien peut aussi bien en parler que moi, c'est que tout d'un coup, la danse devient l'inconscient du personnage. Et là, c'est très intéressant pour le spectateur parce qu'il a une double lecture. Il a ce que le personnage va dire, va interpréter grâce au texte, qui est le fil rouge, mais le corps peut dire autre chose aussi. Et l'être humain, vous savez qu'il est complexe. Il y a des mécanismes qui sont complexes chez l'être humain. On peut très bien dire quelque chose et que le corps dise autrement. Et là, dans La femme qui danse, que je vous ai regardé, c'est intéressant que vous me disiez ça parce que c'est presque une psychanalyse que vous faites. Vous racontez le parcours, les émotions de tel geste. Ah, j'ai raté. Enfin, c'est assez intéressant. Vous allez chercher là-dedans, finalement, au fond de vous, et vous dites ce que vous faites, mais pas tout à fait en même temps. Oui, j'essaye de donner aux spectateurs, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Julien, presque que le spectateur se mette à ma place dans l'intimité du corps dansant. Et c'est pour ça qu'il y a tout un travail de respiration et de souffle qui est en direct d'ailleurs. Le spectateur au début, il ne sait pas trop si c'est une bande enregistrée, si c'est moi qui parle. En fin de compte, je parle en direct, je respire et on finit par... le spectateur finit par respirer de la même façon et d'être là comme si on était dans le studio tout près de l'artiste. Donc, mais je ne sais plus pourquoi on disait ça, parce que j'ai dévié, mais sur la respiration et puis sur le fait de parler, d'être un acteur qui danse. Ça, c'est quelque chose qui intéresse énormément la jeune génération. Ah oui. Là, on a 2 promos, on a une trentaine de jeunes, et ils viennent aussi pour ça, parce qu'ils savent que c'est la spécificité de la compagnie, et ça intéresse aussi beaucoup les comédiens. Pourquoi? Parce qu'on intellectualise un peu plus le geste qui est pourtant assez primaire de danser, non? Non, c'est pas. Alors là, pour le coup, Pietra a raison, c'est vrai que c'est un peu 2 phases différentes. C'est pour ça que d'ailleurs, ils ont aussi des cours de théâtre, vraiment théâtre spécifique. Mais l'idée du théâtre du corps, le fait de danser sur sa propre parole, d'une certaine manière, et donc avec la technique de souffle qui va avec, permet justement d'utiliser sa voix déjà comme une musique, tout simplement, parce que vous avez des textes, là, on parlait de la solitude. Oui, c'est ça. Vous dansez sur votre voix. C'est très musical. C'est très musical. C'est vrai qu'il y a de la musique, mais au début, vraiment, vous parlez. Ce n'est que vous. C'est vous qui faites votre propre rythme et tempo. C'est ça, exactement. Vous coordonnez ça. Absolument. Ça permet au contraire, ça permet même au corps d'être encore plus animal. Encore plus dans l'interaction. C'est-à-dire que le fait d'avoir ce fil conducteur du texte avec, en fonction, si vous avez créé un personnage, là on parlait de La femme qui danse, ça c'est vraiment l'histoire de Pietra, donc elle a pas besoin d'inventer un autre personnage qu'elle-même, mais sur d'autres pièces où on était vraiment des personnages spécifiques, le fait d'emmener vraiment la concentration sur le personnage fait que le corps, même si après il y a un travail en studio pour savoir ce qu'on fait, mais le corps dans sa réaction va être beaucoup plus instinctif. Donc ça c'est passionnant pour des chorégraphes. C'est-à-dire que c'est comme si justement une forme de concentration sur le geste, on l'ôtait pour aller vers le texte,
ce qui permet au corps finalement d'être encore plus libre que d'habitude. Ça, c'est passionnant. Qu'est-ce qui est le moteur? La voix ou le corps? Les deux. Ça peut être les deux. Ouais. Et on peut décider d'ailleurs Ah, quel oui. est le moteur. C'est-à-dire, en testant dans le studio, on se dit, si là tu es vraiment dans une gestuelle, je vais vous donner un exemple sur un personnage très en colère par exemple, et qu'on va vouloir que ce soit le corps qui soit en colère, plus que la voix. Et que la voix, justement, on n'a pas besoin d'être en colère par la voix, parce que le corps va le montrer. On peut jouer sur ces niveaux-là. On peut tout d'un coup, c'est un peu comme si on avait une chose supplémentaire pour le public. C'est-à-dire, soit le public est attrapé par la voix, soit tout d'un coup il est attrapé par le corps. Et d'ailleurs, Pietre a raison, ça passionne les comédiens, parce que de plus en plus le théâtre a cette envie de physicalité, comme on l'appelle aujourd'hui. Et nous, la danse, je trouve que le fait de se nourrir par des grands textes, ou par des textes qui sont inspirants, permet aussi de nourrir la qualité du mouvement, et pas seulement d'être une jambe devant, la tête, etc., en équilibre. C'est-à-dire, tout d'un coup, le danseur se met à penser à l'état de conscience de son personnage, tout en respectant si on a besoin de lever la jambe devant, etc. Puis le sens aussi. Ça a du sens. Vous faites quelque chose qui a du sens. Et ça change complètement la chorégraphie. Ça a du sens. Du tout au tout. Et pourquoi? Parce que, je reviens à vous, à vos années opéra. Vous faisiez sans penser au sens. On vous dit il faut faire comme ça, et puis non. parce que vous êtes quand même obligé de rentrer dans un personnage. Quand oui. Ah oui, non, mais bien sûr qu'il y a un travail très important du personnage. Moi, je me suis toujours sentie comme une comédienne qui dansait, de toute façon. Donc, bien sûr. Après, il y a aussi nous, parce que Julien explique ça, mais c'est aussi dans l'idée de la transmission, parce qu'il faut aussi faire comprendre à l'autre comment avoir cette liberté, aussi bien, parce que je vous assure que c'est très très difficile, de parler avec un texte qui est écrit, avec un personnage, et de danser en même temps, sans que ce soit de la danse qui soit, comment je pourrais dire, évocatrice de ce qu'on est en train de dire. Oui, si on fait exactement la même chose. J'ai froid, voilà. Tout d'un coup, le fait d'avoir quelque chose qui est autre chose, c'est pour ça que je parlais de l'inconscient, parce que souvent c'est ça qui est intéressant, c'est comment la personne qui va regarder cet acteur danser et jouer, qu'est-ce qu'il va y comprendre de son personnage, parce qu'il faut être conscient aussi de ce que raconte le corps. Oui, c'est peut-être même encore plus intéressant d'essayer de jouer quelque chose qui est totalement contradictoire avec ce qu'on l'absolu opposé. Absolument, on peut jouer aussi sur ces contrastes. On peut, comme disait Julien, être un homme en colère à travers la voix et pas du tout à travers le corps, ou l'inverse, à travers le corps et pas à travers la voix. Et c'est ça qui est d'imaginer, mais ça doit être très difficile. C'est, vous savez, quand on vous dit tape sur ta tête et fais un rond comme ça. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous m'avez dit c'est un peu triché, c'est plus simple. Non, c'est pas plus simple. Non, c'est pas plus simple, mais pour faire passer un. Ouais, d'accord. C'est pas plus simple. Ce que je vous assure. Non. D'ailleurs, là, on parlait tout à l'heure que la compagnie, là, demain, on joue à un spectacle qui est la leçon avec quasiment le texte complet de Ionesco sur la leçon. Et Ionesco est un auteur qui, justement, expliquait ça en disant, pour moi, le théâtre, les artistes ne sont pas là pour passer un message. S'il y a bien quelque chose sur lequel le théâtre n'est pas fait, c'est pour faire passer un message. Alors pour raconter une histoire. Éventuellement raconter une histoire. Et puis nous, les danseurs, Ionesco, il n'avait pas forcément envie de raconter. Il n'y a pas une trame début, milieu, fin traditionnelle. Mais ça nous parle, parce que nous, les danseurs, c'est vrai qu'on peut, sur plein de spectacles, avoir justement les corps racontés et avoir une narration un peu différente, justement, parce que le corps évoque tellement de choses que, en fonction du public, de sa sensibilité, voire de son âge, de plein de choses, vous allez recevoir un geste complètement différemment. Et donc, c'est vrai qu'on a, nous, déjà, cette manière d'emmener, d'une certaine manière, le théâtre dans quelque chose de beaucoup plus poétique que seulement début, milieu, fin. Ils se sont rencontrés, etc. Il s'est passé tel ou tel événement. Il a trompé avec sa voisine, et oui. L'intérêt, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a démarré, d'ailleurs, ce travail sur le texte avec la poésie. C'est vraiment avec la poésie, parce qu'on sentait qu'à l'intérieur de la poésie, il y avait ce niveau de conscience qu'à la danse. C'est-à-dire que la poésie, on ne l'écoute pas pour la comprendre, on ne l'écoute pas non plus seulement pour de la musicalité pure, c'est un mélange complexe de musicalité et de mots qui évoquent un univers, qui évoquent quelque chose où des images se créent, un état, et qui fait qu'on est sensible ou pas à ce qu'on est en train d'entendre. La danse, c'est exactement la même chose. Donc on a voulu, par la poésie, comprendre le mécanisme rythmique d'un poème et de voir comment la danse, à travers justement ce poème, pouvait rentrer, sortir,
s'immobiliser, parce que même un corps immobile, c'est de la danse, en fonction de la position. Faut pas qu'il reste trop longtemps immobile. Mais c'est là où la poésie s'entremêlait avec ce travail-là, et c'était passionnant, parce que tout d'un coup, c'était le corps qui devenait le maître, d'une certaine manière, qui tout d'un coup, en s'étirant, on avait envie d'aller jusqu'au bout de la phrase poétique, parce que justement, le corps continuait à exister, et puis tout d'un coup, c'était la rythmique qui reprenait plus rapide ou différente, et le corps passait à autre chose, ou obéissait à ce que vous étiez en train de dire au niveau de la voix. Donc ça, c'est un travail qui est passionnant, et j'allais dire, qui est presque en route en permanence, parce que chaque interprète, en fonction de comment il va évoquer le texte, et il va danser dessus avec ses capacités physiques, tout change. Par exemple, nous, on a beaucoup de danseurs qui viennent soit du hip-hop, soit de la danse contemporaine, ce qu'on appelle le floor work, donc avec beaucoup de choses sur les bras, beaucoup de choses acrobatiques. Vous ne pouvez pas balancer un texte la tête en bas de la même manière. Ça veut dire qu'il va falloir trouver aussi dans cette gestuelle une sorte de logique qui fait que finalement, on va prendre ses respirations et ses tempi par rapport soit à la chorégraphie, soit au texte. Mais on va décider avec l'interprète de comment on va faire cette cuisine-là. On rajoute un niveau. C'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire que nous, en termes de création, on a vraiment cette sensation dans le côté hybride, ce mélange théâtre et danse, de n'être qu'aux prémices des choses. C'est ça qui est passionnant. C'est un début. Texte, vous avez accroché. J'arrive pas à le mettre en danse, justement. Ça bloque. Non, celui-là, il n'est pas fait pour être dansé, par exemple. C'est pas qu'il n'est pas fait pour être dansé, mais souvent, on a la sensation qu'on cherche par quel bout le prendre. Voilà. Et on sait qu'on veut pas l'illustrer à travers la danse. Oui, c'est ce que vous disiez. Pas du tout. Il faut pas. Et en même temps, on n'arrive pas. Alors, des fois, c'est vrai qu'on fait des exercices en se disant on va le prendre complètement en rigolant, on va le prendre allongé, on commence à allonger avec des respirations. Enfin, on essaye de trouver quelque chose qui va nous permettre de rentrer dedans, soit par la fenêtre, soit par le soupirail, soit par... Voilà, c'est ça. Voilà. Tout à fait. Vous nous faites visiter un peu ? Oui, alors là c'est le grand studio. Alors on va peut-être aller sur le. C'est une ancienne usine. C'est une ancienne usine. Alors c'était un entrepôt, mais il y avait une usine dedans qui était une usine de câbles, c'est ça ? D'énergie. On a trouvé ça vraiment, de stockage, voilà. Donc là on a un autre studio qui est tout en qui est un peu plus en longueur. Alors, celui-là, ça va venir. Celui-là, ça va venir. On a encore eu le temps de casser le... C'est-à-dire on a fait beaucoup d'étapes de travaux, et là, c'est prévu au mois de juillet, ça. On va enlever tout ça, et voilà. Il y a combien de personnes dans la troupe ? Vous êtes combien ? Alors, le théâtre du corps, c'est extensif, parce que là, par exemple, sur Gisèle, on est 17. Sur la leçon, on est 7. Coltès, ils sont 2, puisque c'est un texte, le dealer et le client. Moi, la femme qui danse, je suis toute seule. Ça dépend, c'est à géométrie variable. Et puis, par contre, les apprentis, il y a 2 promos, toujours, puisqu'ils sont à cheval sur un an, donc à chaque fois, on en a 2. Et ils sont une trentaine. Voilà. Plus l'administration. Plus l'administration. Il y a tous les jours 35-36 personnes. Voilà, on va passer par là. On ne l'a pas dit encore. Oui, on est à Alfortville. Voilà. On peut danser en dehors de Paris, sortir. Oui, vous voyez, comme quoi. C'est-à-dire que, vous savez, en plus, maintenant, trouver des surfaces comme celle-là dans Paris... Non, il faut un budget, quoi. Voilà, c'est un budget. Donc ça, c'est le petit studio. C'est le petit studio, là où ils veulent... quand les artistes ont juste un travail de mémoire. On fait légal ici. Voilà. Et là, c'est une salle aussi où il y a... Parce qu'on a aussi des cours pour amateurs, pour enfants et adultes, le soir, le mercredi et le samedi. En arrivant, vous avez vu, voilà, il y avait du monde. Et puis, on va rester allumé, puis on fera le tour après. Okay. Alors, là... Alors, est-ce qu'on va d'abord on va aller à l'administration ? Voilà, on va faire l'administration. Et il y en a beaucoup des troupes comme ça autour de Paris, parce que bon, il y a la vôtre, vous êtes une personnalité, mais il y en a beaucoup dans ce format-là. Ce format-là, non, puisque avec le CFA, on est unique. Donc, et puis, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un lieu. Oui. Parce qu'il y a des chorégraphes que je connais,
qui n'ont pas de lieu attitré. Ouais. Donc, si vous voulez, ils cherchent. C'est là où nous, c'est bon. On a beaucoup travaillé pour avoir ce lieu, Ouais. mais c'est vrai que c'est un luxe d'avoir un endroit fixe. C'est ça qui est. Alors là, on monte. Allez. Là, c'est l'administration. Donc là, c'est. Alors, attends. Et la lumière est là. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça, c'est notre bureau. Parce qu'on voulait un bureau qui donne sur... Ah oui, vous voilà. pouvez tout observer. Voilà. C'est l'œil de la compagnie. C'est ça. Oui. Là, c'est l'endroit, la réunion, où on fait on se prenne des décisions sur la prod, sur le... Voilà. Plein de choses. Ah bah ça, oui, ça. Comment on va y aller? Oui, ça m'intéresse. Je le vois ici aussi. Oui, et là, c'est le deuxième. C'est la deuxième passage à l'Olympia. Le premier, c'est celui-là. 2000 et 2002. 2000 et 2002. Voilà. Ça, c'est des moments importants. Oui, Vous allez me dire, Mais- c'est étonnant parce que j'ai connu toutes les grandes scènes et tout ça. Voilà. Mais on va en parler Mais- tout à l'heure. Ne dévoilez voilà. pas la suite de Je ne notre dévoile pas la parcours. sorte. Alors, là, c'est... tac, tac, tac. Voilà. Hop. Non, là. Voilà, c'est là. Voilà, c'est tous les bureaux. Ça, c'est diffusion. Et puis CFA. Là, c'est la com. Là, c'est l'administratrice. Là, c'est la com aussi. Voilà. Donc, on est une petite équipe. Hein. Ouais. Oui. On a beaucoup de spectacles, mais on est une petite équipe. Et alors, la spécificité aussi de la compagnie, non seulement il y a le CFA, mais on est producteur de spectacles. Ouais. Avec tout ce que ça implique. Des spectacles de danse. Oui. Ouais. Et on produit certains de nos spectacles. On a produit sur des grandes scènes parisiennes. Comme l'Olympia, comme le Palais des Congrès, le Palais des Sports, Mogador. Voilà. Et puis on produit aussi en province et à l'étranger. Donc ça, c'est une grosse spécificité parce que, si vous voulez, c'est beaucoup de travail. Ça passe de la location des théâtres à la communication, à tout, la billetterie, tout. On a une billetterie interne. Voilà, donc on a une petite équipe, mais on a beaucoup de travail. Et le travail, est-ce que c'est la première valeur que vous enseignez aux gens qui viennent ici? Oui. Danser. On n'a rien sans rien. Ah bah oui, ça c'est clair. Nous, on a remis notre ouvrage en permanence, hein, et c'est sûr que c'est à travers le travail. Bon, il y a aussi, pour certains danseurs, des dons, hein. Il y a des prédispositions, mais s'il n'y a pas de travail... c'est très difficile dans ces métiers-là. Est-ce que vous sentez parfois un décalage avec des générations qui ont des valeurs différentes autour du travail? Oui. Ouais. Par exemple. C'est un des Ça vous fait principaux. Ben oui, ça me fait rire parce que on le vit au quotidien. C'est-à-dire que des fois, je suis obligée d'expliquer des choses qui me semblent tellement normales. Mais par exemple? Je ne sais pas. Déjà, le travail. Le travail, on est dans un studio, pas pour parler, on est dans un studio pour travailler. Une forme de respect aussi. Moi, j'ai été élevée à l'opéra avec le respect des anciens, mais Julien n'a pas fait l'opéra, il a été élevé avec le respect des anciens, le respect des maîtres, le respect de ceux qui nous ont fait grandir et qui nous ont communiqué cette passion. On prend un flambeau. Là, dans le grand studio, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais il y a le portrait de Rodolphe Honoriev qui est là et qui fait partie des figures emblématiques de la danse, personnellement de mon panthéon, parce que voilà, c'était comme l'a été mon ami Patrick Dupont, des gens comme Baryshnikov, Maya Plisetskaya, enfin des gens qui sont des danseurs extraordinaires. Et ces danseurs-là, voilà, c'est le travail. Alors pour revenir à la génération des jeunes, c'est vrai que des fois,
c'est important aussi de leur dire qu'on ne devient pas un artiste en 1 an ou 2 ans, qu'il y a des exemples de gens qui ont mis toute une vie et qu'il faut respecter ça. Voilà, donc on est toujours un peu sur le conflit de génération, mais en même temps, nous, ce qui nous anime aussi, c'est de leur transmettre aussi les valeurs qui nous ont portés. Est-ce que vous sentez parfois un décalage ou des incompréhensions entre vous? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, oui. C'est sûr que des fois, je dis à Julien, mais je ne comprends pas sa réaction. Il me dit, oui, moi non plus, mais bon, il faut se mettre à leur place. C'est pas le même monde. Ils sont dans un monde d'images maintenant. Nous, quand même, moi je me rappelle qu'on se passait des cassettes VHS de danseurs. On ne savait pas comment les danseurs aux États-Unis ou en Australie ou en Chine dansaient. Enfin, on se passait les mêmes cassettes. Là, maintenant, en 2 secondes et demie, vous savez comment sont les danseurs du monde entier. Ouais. Nous, on n'avait pas ça. Donc, il y avait ce travail de recherche, un peu de fourmi, d'aller... vous voyez, que maintenant, ils ont tout devant eux. Alors, tant mieux pour eux. Ouais. Parce que mais la danse, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas spontanée. Mais voilà, il faut creuser. Le corps humain et la danse n'a pas changé. C'est-à-dire que la société a évolué très vite, donc ils ont accès à des choses rapidement. Ouais. Par contre, le fait d'être capable de savoir faire un mouvement... Le corps, c'est les muscles, etc. Mais le travail qu'il faut faire, la qualité qu'il faut mettre chaque jour, c'est un travail d'artisan, c'est-à-dire tous les jours, il y a l'humilité, de revenir, faire progresser, et c'est lent. Et c'est une génération à qui on n'a pas appris l'éloge de la lenteur. C'est-à-dire que c'est une génération qui voudrait que ça aille tout de suite. Tout de suite, j'y vais, j'apprends, ça dure 2 heures. Ils sont des fois très volontaires, mais par contre, ils voudraient qu'à la fin de la semaine, ils sachent le faire. Et ça, je leur dis non. Parce que le temps court, la valeur de ton travail sur le temps court, il y en a. Mais tu n'obtiendras jamais le résultat que tu pourras avoir sur le temps long. Donc de la régularité. Et un corps, c'est pareil pour les sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que c'est l'entraînement, la régularité, la passion, le fait de surmonter la douleur, la volonté, la curiosité, tout ça va avec l'engagement. L'engagement, le fait de ne pas abandonner, le fait de ne pas non plus céder à la mode, à la facilité des techniques qui aujourd'hui font peut-être 3000 likes ou je sais pas quoi, mais qui en 2 jours, mais qui en fait au final, on ne saura même plus qu'elles existent dans 2 mois et demi. C'est-à-dire aussi d'être là-dedans, de faire attention, parce qu'on est aussi sur une échelle de valeur qui n'existe plus. C'est-à-dire que pour eux, tout est pareil, parfois. Donc on est obligé aussi de leur dire, non, tout n'est pas pareil. Non. Le dernier chorégraphe à la mode, il ne vaut pas le monsieur en photo dans le studio. C'est clair que non, il y en a un qui a révolutionné la danse au XXe siècle, il y en a un qu'on connaît qui vient d'apparaître et qui, ça se trouve, va disparaître dans quelques mois. Donc ça aussi, il faut faire attention de cette chose qui est pour eux dynamique et spontanée, mais qui inversement ne dure pas. Et nous, ce qu'on essaie de leur dire, et c'est un peu logique vu notre parcours, c'est que comme on a cette chance de pouvoir être interprète et de l'être encore depuis tant d'années, l'idée c'est de leur dire, vous n'êtes pas là pour durer 3-4 ans. La carrière d'un danseur, la moyenne c'est 15 ans. Pour ceux qui ont la chance déjà de faire 15 ans, c'est la moyenne. Là, et donc l'idée c'est de dire, pour durer, pour faire évoluer, pour grandir à l'intérieur d'une carrière de danseur, il faut travailler. Il n'y a pas de choix. Ça, par contre, il n'y a rien de magique là-dedans. On va le voir, le monsieur, dans le studio. Oui, allez. On laisse... Et puis après, on ira, hein, on s'en ira. Hein, parce que notre parcours continue. Attention, Riyad, avec les escaliers. Je ne vous ai pas présenté Riyad, d'ailleurs, qui passe la soirée avec nous. C'est le seul qui travaille vraiment. Si. Alors, on n'a pas vu encore les là-haut, mais on va aller voir le monsieur... Voilà, oui. Là-bas. Voilà. Alors, il s'avère que cette photo, elle est très connue, de Rudolf. Et Rudolf Nureyev. Mais c'est mon ami qui l'a fait, cette photo, parce qu'il était à l'époque photographe à l'Opéra de Paris. Et maintenant, il travaille, vous avez vu, un de ses bureaux, c'est lui qui travaille sur la communication et photographe. Et voilà. Alors c'est Rudolf, comme nous, on l'a connu à l'opéra, en tant que chorégraphe et en tant que danseur et directeur. C'était quoi, Nureyev ? De manière générale, si quelqu'un, une jeune femme ou un jeune garçon d'une dizaine d'années regarde et se dit
Nourieff, j'ai jamais entendu parler. Nourieff, c'était un des plus grands danseurs au monde, voire le plus grand, parce que précurseur d'énormes de la danse et de l'évolution de la danse et de l'intelligence qu'il avait, même en tant que chorégraphe, à remettre les grands ballets classiques avec son imaginaire, mais avec une grande exigence dans le travail. Un bourreau de travail, c'était le premier dans le studio, le dernier dans le studio. Il nous a éduqués comme ça. Donc, il nous disait, vous ne faites pas parler. Donc, voilà. Ah oui, comme ça oui, des fois, je me dis, mais je n'avais pas complètement tort. Ouais. Parce que des fois, je vois le temps qu'on passe à parler. En fin de compte, il vaut mieux être dans l'action. Ouais. Donc, lui, il résumait ça comme ça. C'était quelqu'un qui était haut en couleur, qui avait une personnalité. C'est vrai qu'il s'énervait et qu'il pouvait jeter des objets sur les élèves. Oui, il s'énervait, il jetait sa thermos de thé, ses sabots, tout ça. Mais on a eu. Enfin, je pense que. Au début, ça devait être très impressionnant quand même. Il était très impressionnant parce que dans mon spectacle, d'ailleurs, j'ai dit, il me fascine, mais il me fait peur. Et c'est vrai que après, voilà, on l'a côtoyé quand même pendant 6 ans. Donc, puis il y avait des moments formidables où quand il avait envie de parler de la danse, de se dévoiler un petit peu, c'était magnifique de pouvoir être là et d'écouter son expérience. Mais c'est surtout ce qui était bien pour nous, c'est de le voir vivre, évoluer, chorégraphier, danser, comment il prenait la lumière. Moi, je sais que j'ai beaucoup appris en le regardant. Comment il rentrait sur scène, comment il prenait la lumière, comment le temps qu'il prenait pour saluer, enfin, tout ça, les silences qu'il imposait au public, et puis surtout l'exigence qu'il nous a inculquée en tant qu'artiste, et puis surtout par rapport à notre travail. Ouais. C'est vrai que vous avez changé votre danse pour lui d'une certaine manière, ou à cause de lui? Oui, parce que je pense que... Au début, ça lui plaisait pas tellement, la manière dont vous dansez? Oui, parce que je pense que je prenais pas la danse de la bonne façon. Ah oui. Et puis même s'il n'y a pas une bonne et une mauvaise, mais ce que je veux dire, c'est que c'était important. La danse façon Nourieff, on a envie, j'imagine, de la suivre. Oui. Puis c'était important de faire confiance à son œil aussi. Oui. Voilà. Donc. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez changé, par exemple? Un peu tout. J'ai eu la chance de rencontrer une danseuse étoile qui était encore en exercice à l'opéra quand Rudolf était là. Et puis très vite après, elle s'est occupée de moi. C'est une danseuse, Florence Claire, qui est maintenant encore professeure à l'opéra, et qui m'a dit, bon ben voilà, il y a une prise de conscience, il faut changer ta danse. Alors quand on dit ça et qu'on a 25, 26 ans, c'est pas évident, oui. Mais en même temps c'était nécessaire. J'ai compris énormément de choses et je comprends encore des choses quand je fais travailler des danseurs. Ah oui. Il y a encore des choses qui résonnent en moi, de ce qu'ils me disaient, de ce qu'elle me disait aussi. Et c'est ça qui est formidable, c'est que c'est de la transmission, c'est ce qu'on veut aussi, nous, à travers ce CFA, dire qu'on est des passeurs et qu'on est tous animés par la même passion, la passion de l'art chorégraphique, de la danse. Et de la transmission. Et qu'on est là pour transmettre. Et donc moi j'ai eu cette chance d'avoir des grands maîtres, des grands chorégraphes. On parle de Nourieff, mais on peut parler de Béjart, on peut parler de Roland Petit, on peut parler de Cunningham, de Matzek, de Forsyth, des gens qui ont marqué leur époque à travers leur style, à travers leurs différences aussi, et qui, quelque part, on a été construits grâce à eux. Après, on s'émancipe de ses pairs. Et est-ce que, alors oui, quand vous dansiez, mais est-ce que vous avez aussi pris sa manière d'enseigner et d'apprendre? Parce que vous avez l'image de quelqu'un de dur, et vous me dites qu'il était dur. Et vous me disiez là-haut, bah ouais, nous, on essaye d'imposer une discipline. Je ne sais pas s'il était... je sais pas si c'est dur, c'est exigeant. Oui. Il était exigeant, je pense que je suis exigeante, je pense que Julien l'est aussi. Excessivement professionnel,
Et moi, j'aime, quand on est un danseur professionnel, le respect qu'on doit avoir pour la danse. On doit déjà avoir du respect pour soi-même, pour aussi les gens qui vous font travailler, mais de respecter la danse, de respecter par exemple un endroit. C'est comme Julien dit souvent, on rentre dans un studio de danse comme on rentrerait sur un tatami. Ouais. On respecte le lieu. Ouais. Pour moi, il y a une atmosphère, il y a une ambiance, il y a des heures et des heures de travail, de recherche. Bon, à l'opéra, n'en parlons pas. Hein, quand on rentre dans ce lieu, quand même, il est imprégné de tous ces artistes qui sont là. Parce que pour moi, l'Opéra de Paris, à travers la danse, mais aussi à travers le chant, c'est quand même les artistes qui ont façonné cette maison. C'est pas juste un bâtiment. Bien sûr. C'est ce qui s'y passe, c'est comment les danseurs, les artistes, les chanteurs font vivre le lieu. Donc, dur, je dirais pas dur, je dirais exigeant. Exigeant, respectueux. On va le voir, ce lieu rempli de mythes. Allez. Bon, allez, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Julien, on vous laisse là. Je ferme le lieu. Vous ne faites pas des entraînements nocturnes tout seul? Non. Avec donc tous vos spectacles depuis plusieurs années, depuis 2005. Voilà, tout à fait. Jusqu'au dernier, en ce moment. Voilà, jusqu'à celui-là, Gisèle, qui est déjà en tournée, qui sera la scène musicale pour 3 dates exceptionnelles. Au mois de mars. Voilà, au mois de mars. Tu fermes la lumière. Studio. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il a fermé? Ouais. Bon, bah. Je vous laisse passer de l'autre côté. Oui. Ok. On a le beau temps parisien. Ah ouais, c'est ça. Alfortvillien. Oui. Alors pourquoi Alfortville? Pourquoi Alfortville? Je mets ça en... Ah bah non, il était en vibreur, j'ai eu peur de l'avoir laissé. Pourquoi Alfortville? Par hasard. Ouais. C'est-à-dire que je cherchais un espace à louer et je suis tombée sur cette annonce et j'étais visitée. Alors au départ, il n'était pas du tout dans le même état qu'on a vu. Et je me suis dit, tiens, ça peut correspondre, on va mettre notre plancher de danse. Et puis, il y a des espaces, il y a un potentiel. Donc pendant 9 ans, on a loué. Et puis là, l'année dernière, on a décidé de faire des travaux et d'acheter le lieu, donc avec tout ce que ça comporte, de crédit, de risque, d'endettement, enfin bon bref. Donc on s'est dit... Mais voilà. Pour la passion. Voilà. Oui, parce que c'était important aussi d'avoir ce lieu, le CFA est aussi là, donc... puis d'avoir un lieu à nous aussi. C'est ça qui pour moi, était important, de ce lieu de recherche, parce que quand on est en location, on n'est jamais sûr que ça soit pérenne. Donc, voilà. Vous avez beaucoup parlé, pas tellement de vous en tant que danseuse, mais de passeuse depuis qu'on se parle. Est-ce que vous avez aussi changé, vous, votre manière de transmettre et d'apprendre? J'ai lu par exemple, est-ce que c'est vrai que des parents se sont plaints de vos méthodes à une époque? Non. Ah non, ça c'est faux? Alors non, ça c'est faux. Ouais. Non, pas du tout. Non, parce que moi je suis assez... les danseurs d'ailleurs, quand on travaille, bon, comme je vous dis, j'aime bien le respect de la danse et de l'art, mais
Non, je suis assez... Julien peut être plus... Ah oui, plus dur. plus autoritaire, on va dire. Non, pas ça. Mais est-ce qu'il est possible de dire les mêmes choses en 2024 que ce qu'on vous disait à vous dans les années 90? Non, l'enseignement de la danse, c'est impossible. Ah oui? Ah non, c'est impossible. On parlait de Rudolf qui, des fois, n'était pas toujours content Oui. du résultat et qui Ouais. les envoyait. Non, là, vous imaginez, là, c'est pas possible. Ouais. Non, on est obligé de s'adapter à une époque. Ouais. Moi, je pense que à mon époque, c'était effectivement assez. Comment on pourrait dire? Même si moi je ne l'ai pas vécu comme ça, mais des autres témoignages de copains, c'était un peu. Je trouvais ça un peu dur, un peu trop. Ouais, trop. Maintenant, je trouve que c'est pas assez parce que maintenant on ne peut plus rien dire. Donc, ça, c'est Ouais. c'est le problème. Ah oui. Non, mais par exemple, Oui. un truc tout bête, mais je me demandais, bon, il y a une question de poids par exemple quand on danse. Est-ce qu'on peut dire à une adolescente ou à même une enfant, attention, faut pas que tu prennes de poids, attention, faut pas trop manger. J'imagine que c'est très compliqué en même temps. Nous, on ne s'est pas gêné pour nous le dire. Ouais. Dans notre génération, là, je veux dire, c'était pas. Ouais. c'était- On prenait pas de pincettes. Là, c'est compliqué. Ouais. C'est Oui, mais compliqué. c'est quelque chose qu'on doit dire. Enfin, j'imagine pour pouvoir atteindre une excellence et garder un niveau. Oui, alors après, on compte aussi sur le fait que la jeune fille, le jeune homme, Oui, le jeune homme, ait d'ailleurs. aussi un regard sur lui-même. Mm. Et puis, de toute façon, quand on a, entre guillemets, trop d'embonpoint pour ce genre de métier, c'est quand même un peu compliqué. Oui. Mais non, c'est très difficile d'avoir ce genre de conversation parce que alors pour un enfant moi je trouve que c'est très difficile parce qu'on peut jamais savoir d'abord sur un enfant parce que le corps change. Moi, j'ai plein de copains qui se trouvaient un petit peu avec un peu d'embonpoint quand ils étaient très jeunes, puis après qui sont devenus filiformes. Ouais. Donc ça, pour un enfant, c'est plus difficile de déterminer. Puis bon, ils sont en pleine croissance. Donc, mais c'est vrai que l'esthétique, entre guillemets, de la danse classique demande un certain corps. Oui. Et Au-delà de l'esthétique, pour certaines les performances. Oui, mais les multiples esthétiques après contemporaines, Oui. c'est différent. Ouais. Vous pouvez avoir des danseurs très musclés et que vous n'aurez pas en danse classique, par exemple. Moi, j'ai plein de danseurs qui sont très athlétiques parce qu'ils viennent du hip-hop et c'est pas des corps de danseurs classiques. Oui. Mais ils ont des corps magnifiques. Donc, au-delà du poids, faire passer les messages est plus compliqué. oui. Ouais. Et vous, ces changements, vous vous adaptez et c'est une contrainte ou vous dites bah non finalement c'est bien et... Non, on s'adapte. Obligé, On s'adapte. Hein. Je me suis adaptée avec ma fille déjà. Ah oui. La première, on parle pas à nos enfants comme on nous a parlé à nous, comme nos parents nous ont parlé. D'ailleurs, nos enfants ne nous parlent pas comme nous on parlait à nos enfants, à nos parents. Ah oui, il y a quand même un peu plus. Il y a quand même des libertés que. Moi, j'ai souvenir où à table on écoutait ses parents. Ouais. Voilà. Et puis on ne mangeait pas avec les téléphones sur la table en train de regarder une série, vous voyez. Ouais. C'est intéressant parce que de fait ça se retranscrit, j'imagine, dans vos salles de cours, dans vos studios. Ouais. Ça se retranscrit. Et il faut rester, faut trouver, comment je pourrais dire, faut trouver le juste équilibre pour que effectivement on leur fasse comprendre que c'est du travail et en même temps que ça soit pas non plus le bagne, entre guillemets. Et dernière question à ce sujet, est-ce que c'est finalement, je parle de la danse classique, mais est-ce que la danse classique, le niveau de la danse classique peut en pâtir? Peut-être pas sur la technique. Alors je m'explique. C'est-à-dire que là, je pense que, vous savez, souvent on dit de mon temps c'était mieux, tout ça. Moi, je parle du principe que
on demande de plus en plus de prouesses techniques aux danseurs. Quand vous regardez, que ce soit les danseurs classiques ou les danseurs de hip-hop, ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Par contre, sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur la conscience de la danse, pourquoi on danse, quel est le respect qu'on veut y mettre, qu'on remet son ouvrage en permanence, qu'on se pose des questions, qu'il n'y a jamais rien d'acquis. Ça peut en pâtir. Parce qu'on est dans l'immédiateté, parce qu'on veut tout de suite, parce qu'on est ce que j'appelle la société un peu Kleenex, où on prend les gens, on les jette sans approfondir. Et la danse, c'est que du temps, c'est de l'accumulation. Moi j'aime bien dire, comme les Chinois, c'est empirique, et plus on empile des choses, plus on a de l'expérience. Et donc c'est plutôt dans ce sens-là que ça peut perdre. Dans la technique, non, ils font même des choses que nous, on ne faisait pas. Ouais. Mais peut-être ce qui s'est un petit peu perdu, c'est le sens profond des choses. Et c'est pour ça que moi, j'essaye de dire à mes danseurs, le plus important quand vous dansez, c'est le sens et la qualité que vous allez donner à votre danse. Vous avez un peu d'eau si vous voulez. Bon, vous n'êtes pas obligé, mais mettez-vous à l'aise. Elle rentre à quel moment dans votre vie la danse ? Alors, elle rentre à l'âge de mémoire 6-7 ans. Oui. Je suis une enfant hyper, comme je l'ai répété tout le temps, très très turbulente, qui bouge beaucoup et qui est très timide. Bizarre, paradoxalement, c'est très étonnant. Mais une timidité absolument maladive. D'accord. Donc, très difficile pour moi d'avoir des petites copines parce que les approcher, impossible de les approcher. Mais par contre, une énergie dingue, une espèce de feu à l'intérieur. Voilà. Donc ma mère me met un cours de danse. Et au début, ça me plaît que moyennement parce que on me met à la barre, on me dit qu'il faut tirer sur le fait d'être. Je suis un peu pas raide, mais bon, je suis pas très ouverte. Alors on me dit qu'il faut acquérir l'ouverture, donc on va faire des exercices. Je me dis, mon Dieu, si c'est ça, ça va pas me plaire. Donc j'arrête pendant 1 an. J'ai un cousin qui fait du karaté. Je me dis, oui, c'est ça, je vais faire du karaté, c'est formidable et tout ça. Et puis, moi, je suis la génération où il y a très peu d'informations sur la danse. Il n'y en avait pas beaucoup à la télévision, mais il y avait ce feuilleton, L'Âge heureux, qui était un feuilleton qui se passait à l'Opéra de Paris. Et tout d'un coup, je reste complètement fascinée par ce lieu. Incroyable. Par le lieu presque avant. Par le lieu. Par le lieu. Ah oui, par le lieu. Ça, c'était quand même assez magique. Alors en plus, c'était de mémoire ce feuilleton. Il y avait une intrigue policière. Il y avait des petits rats qui se faisaient enfermer sur le toit, tout ça. Enfin bon, c'était très, très excitant. Et je dis à mes parents que je veux recommencer la danse et que je veux rentrer à l'Opéra de Paris. Ah oui, c'était ça finalement. Et mes parents me disent, mais t'es complètement cinglé, tu crois qu'on t'attend, on ne connaît pas, on n'est pas de ce milieu-là. Mes parents étaient dans la branche médicale, on ne connaissait pas du tout le milieu des arts. Et je me dis, tant pis, on va tenter quand même. Donc j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me disent, ok, on y va. Mais là, vous avez quel âge, 8 ans Alors je reprends la danse à 8 ans et demi, 9 ans, et mes parents me présentent à 10 ans. C'est presque tard. C'est presque tard. Ouais. Et je suis prise. D'abord le premier concours, le deuxième, le stage de 3 mois. Et puis je rentre dans la petite division. Et là, la directrice de l'époque qui a pour moi fondé une des meilleures écoles de danse, qui est Claude Bessy. Qui est restée combien de temps Qui est restée très 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 longtemps. Qui est la directrice de l'école de l'opéra. Et si elle m'entend et si elle regarde l'émission, je l'embrasse très fort parce que je l'adore et j'ai une admiration énorme pour son travail, sa carrière. C'était une grande étoile et une grande directrice. Vraiment, elle a insufflé. Il y a eu énormément dans ces différentes générations qu'elle a fait travailler. Il y a eu énormément d'étoiles qui ont été nommées à l'opéra. Enfin, voilà.
Elle a été vraiment l'instigatrice de beaucoup de Mais alors, quand vocations. vous entrez, vous avez des prédispositions? Et alors, elle me dit, elle envoie mes parents, elle dit, votre fille est un joli physique, elle est bien, maintenant, il y a tout à faire. Ah oui, donc ils vous prennent plus pour ça que pour votre niveau de danse. Ils me prennent pour le physique. Ah oui. Et ils disent, bah voilà, il faut qu'elle aille prendre des cours particuliers le soir, il faut qu'elle rattrape le temps. Donc je faisais l'école de danse, l'école, et après le soir, j'allais avec ma maman prendre des cours particuliers ou des cours d'ensemble pour rattraper un peu les lacunes. Ouais. Voilà. Alors ça devient tout de suite, dès l'enfance, très professionnel. Ah bah, ça devient, oui, professionnel. Et le plaisir, il y en a quand même? Vous vous rendez pas compte ou c'est un objectif, l'Opéra de Paris? Non, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de rentrer dans le corps de ballet. Ouais. Donc l'objectif, c'est de pouvoir vivre de son métier, de sa passion, et d'arriver à passer les concours, parce que j'ai passé 6 concours, avec quand même un peu la peur au ventre de se dire, bon ben, ça se trouve, on va me renvoyer. Ouais. Parce que moi, j'ai ma meilleure amie, qui est toujours restée ma meilleure amie d'ailleurs, qui s'est fait renvoyer au bout de 3 ans. Oui, parce que tous les ans, on passe et le niveau se resserre et il y a de moins en moins de monde. Exactement. Ouais. Et on est passé dans le corps de ballet, dans la promo, on était 4. Ouais. Donc voilà, c'est un peu résumé très très rapidement, mais et puis après j'ai monté les échelons, j'ai eu plusieurs directions se sont succédées, directrices, 2 directrices, 2 directeurs. Et vos parents, de quel genre de monde vous venez? C'est des gens qui, vous me dites, ne connaissent pas ça du tout? Des gens rien, qui ont de l'argent, parce que j'imagine que ça coûte cher de donner des cours de danse. Non, c'est pour ça que j'ai toujours remercié mes parents, parce que ils se sont saignés pour me donner des cours particuliers, me payer des cours particuliers, m'accompagner. À partir du moment où j'ai été prise, ils m'ont dit on va tout faire pour que ça marche. Ouais. Voilà. Donc non, je ne suis pas un milieu très aisé. Et c'est pour ça que je n'ai plus mes parents près de moi, évidemment, et qui m'accompagnent partout où je vais. Mais je leur ai dit que c'était un cadeau extraordinaire qu'ils m'avaient fait, de pouvoir me donner la possibilité d'aller jusqu'au bout de mon rêve. C'est pour ça que souvent je dis aux enfants, si vous avez envie de danser, donnez-vous les moyens. Mais je parle aussi aux parents en disant, soyez là pour vos enfants, parce que c'est très très important quand même. Avec votre père qui était corse, alors parce que vous êtes parisienne, mais vous avez du sang corse. Ouais. Et c'est pas juste une posture, c'est vraiment vous êtes corse. Oui, j'étais éduquée un peu. À la Corse. Ça veut dire quoi? Oui, voilà, mon papa était quelqu'un qui était très, comment je pourrais dire, qui pouvait être très silencieux, qui parlait pas beaucoup. Alors quand il parlait, il prenait la parole, mais voilà, c'est quelqu'un qui était très érudit, qui lisait beaucoup, qui était des fois dans une rêverie, comme ça, qui était dans son monde. Et j'avais une maman qui était beaucoup plus terre à terre, qui parlait beaucoup. Voilà, je pense que c'était un subtil équilibre entre deux. C'est vrai que vous aviez, parce que j'ai lu ça, mais vous aviez Napoléon, vous aviez une phrase de Napoléon sur votre tête de chevet. La Corse jusqu'au bout des ongles, quoi. Cette tête de Maxime de Napoléon, quand on veut fortement, constamment, réussit toujours. Que je n'ai évidemment pas compris au départ quand j'étais enfant. Ça, je me disais, oui, je regardais ça. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai quand même compris que c'était... Alors, j'étais pas d'accord pour la réussite, parce que je ne sais pas ce que c'est que réussir, dans le sens où... vous voyez, chacun a sa réussite. Jauge. Voilà. Mais quand on veut constamment, oui, c'est le fait comme un artisan, quoi. La Corse, vous y retournez souvent? Parce que les Corses, quand ils parlent de la Corse, c'est viscéral, quoi. Oui, là j'y suis retournée il y a pas très longtemps, parce que, pour tout vous dire,
perdu ma maman au mois d'août et c'était très important pour moi de retourner en Corse et de retourner là où parce que je passais toutes mes vacances et mon père est enterré là-bas, à Calvi, donc j'avais ce besoin, parce que c'est un sentiment assez terrible de ne plus avoir ses parents. Et on se dit qu'on avait tellement de choses à leur dire qu'on leur a peut-être pas dit ou mal dit. Donc il y a un sentiment en même temps presque de culpabilité. C'est un peu... J'ai accompagné ma maman dans une maladie qui a été assez éprouvante. Donc voilà, on n'arrivait plus à communiquer parce qu'elle ne parlait plus. Et voilà, il y avait peut-être que c'était ma façon aussi à moi, en allant en Corse, de lui parler. Donc oui, la Corse est très importante. La compagnie a été dansée là il y a une dizaine de jours, à Bastia, à Porto Vecchio et à Corte. Ils ont donné dans la solitude des champs de coton le texte de Coltès et la chorégraphie, et notre spectacle. Et j'y retourne l'année prochaine. Alors j'y retourne que pour le travail, mais en même temps ça a les couleurs, les odeurs et le port de Calvi, ça bouge pas. Oui, le maquis, enfin la mer et la montagne en même temps. Ces routes où j'ai été tellement malade en voiture que j'ai faites en long et en large, en travers. Voilà, non, maintenant j'en rigole, mais quand j'étais enfant, c'était un peu compliqué de prendre la route parce que mon père dirigeait un réseau dans un laboratoire pharmaceutique. Et donc il se réservait le secteur de la Corse l'été. Et donc on le suivait un peu dans ses périples et c'était... J'ai des souvenirs de routes, de montagnes assez épouvantables. Vous voyagez beaucoup finalement parce que bon, vous êtes parisienne de fait puisque vous avez grandi ici puis vous avez travaillé à l'opéra. Ensuite vous êtes allé à Marseille. On parlera de l'opéra parce qu'on va y aller. Mais Marseille, alors ça aussi c'est un grand moment de votre vie et peut-être un des plus durs de votre vie. Ou peut-être que maintenant avec du recul vous dites bon non. Alors c'était un moment un peu douloureux. Racontez-moi, parce que alors, au début, quand on tape, pour tout vous dire, on tape votre nom sur Internet. Je suis allé fouiller un peu avant qu'on se rencontre. Alors Marseille, à chaque fois ça ressort, quoi. Même dans des vieux papiers, dans des vieux papiers des années 2000, début des années 2000. Oui, c'est quelque chose. Marseille c'était très très violent. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous quittez Paris. Je quitte Paris, je prends la succession, le maire... Jean-Claude Gaudin m'appelle au téléphone pour me dire qu'il serait... Parce que vous faites un choix, est-ce que vous pourriez continuer à danser à l'Opéra de Paris? Bien sûr, je suis étoile, je danse tous les plus grands rôles, je travaille avec les plus grands chorégraphes, donc je suis sollicitée. Donc, d'abord j'apprends que Roland Petit a quitté le ballet. Alors, stupeur de tout le monde, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui s'est passé à Marseille, je le découvre après, mais voilà, sur le moment, on ne sait pas. C'est un chorégraphe avec lequel j'ai beaucoup travaillé, que j'admirais beaucoup. Et le maire de Marseille et le ministère m'appellent pour me dire, voilà, on aimerait bien vous présenter votre candidature. Donc je présente un dossier, je suis reçue par une commission, voilà, je suis nommée directrice générale. C'est un poste important, Marseille vraiment c'est un des plus importants? C'était une compagnie qui était très emblématique. Roland Petit en avait fait une compagnie incontournable en France. Et puis les 2 premières années se passent plutôt très bien, la 3e aussi. C'est compliqué parce que Roland en partant emmène son répertoire, ce que je peux tout à fait comprendre, parce qu'il part du principe que s'il quitte... cette compagnie, il emmène son répertoire qui est son œuvre. Donc on se retrouve sans répertoire, donc sans ballet, donc il faut tout remonter. Et il faut donc remonter avec alors là, des on s'appuie danseurs... sur des classiques Sur des classiques, sur des chorégraphes contemporains. Et les danseurs partent avec lui ou... Non, les danseurs restent. Donc il y a certains danseurs, la plupart restent, et puis j'en engage d'autres. Et donc c'est compliqué.
aussi pour les danseurs qui n'ont fait que l'esthétique de Roland, de tout d'un coup se confronter à d'autres esthétiques, à d'autres univers. Au début, ça va, et puis il y a beaucoup de travail. Donc on est sur une centaine de représentations par an, donc ce qui fait presque un spectacle tous les 3 jours. Ouais. Donc le rythme est énorme, donc la fatigue est dedans, voilà. Il faut que j'arrive aussi dans cette lourde tâche qui était déjà artistique. On me donne la tâche de l'administration, c'est d'ailleurs pour ça que après j'ai monté dans ce CFA tout le travail de l'économie de la culture, parce que je gère à l'époque 100 salariés, donc ce qui est énorme. J'arrive quand même toute fraîchement pour quelqu'un qui est que danseuse et toute fraîche chorégraphe, c'est autre chose. Et puis bon, la finalité, c'est que j'apprends un jour en arrivant dans le studio qu'il y a une sorte de pétition qui circule et contre moi et pour sorte d'harcèlement moral. Mais je n'arrive pas à voir cette pétition, je ne la vois jamais. On n'est pas à l'heure des réseaux sociaux, donc je ne peux pas m'expliquer. Je ne peux rien dire. Donc la presse marseillaise me tombe dessus. Je fais les gros titres pendant 4-5 mois. À Marseille. À Marseille. Ah oui. Un truc de fou, parce que moi, des fois, je me retrouvais avec des conflits, des guerres. Je me partageais la une des journaux, donc je me dis là, est-ce bien raisonnable quand même sur une danseuse, c'est un peu étrange. Et puis, je suis enceinte et on me licencie enceinte de 8 mois. Personne ne trouve à redire. Tout le monde trouve ça formidable, personne ne dit rien. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on vous reproche? Alors, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Si vous voulez, pour le licenciement, l'objectivité du licenciement, ce qui est marqué, c'est carence dans l'avancement de la prochaine programmation de la saison. C'est ça la faute lourde qu'on me met sur le dos. Donc, et concrètement, pourquoi ces danseurs voulaient votre tête? Vous l'avez su? Est-ce que avec du recul, vous dites oui, j'aurais dû faire différemment, je me suis trompé, ou non, vous ne comprenez pas? Alors, on se dit toujours qu'on peut faire différemment. Oui. De toute façon, on peut toujours faire différemment. Oui. Après, je suis la première d'une série de directeurs. Parce qu'après, il y a aussi... Alors là, ça rassure un peu peut-être. Non, ça ne me rassure pas, parce que je me dis c'est dommage, parce que quelque part, à chaque fois qu'il y a ça, les artistes détruisent leur outil de travail aussi, à travers ça. Donc, si vous voulez, je pense que, en y réfléchissant vraiment, je pense que c'était un peu une mission impossible ce qu'on m'a donné. Parce que Roland Petit, qui était le chorégraphe, était là depuis 25 ou 30 ans, avait créé son ballet à son image. Avec presque une légende. Voilà, de tout casser et parce que moi c'était mon cahier des charges. Si vous voulez, je n'ai fait que le cahier des charges qu'on m'a donné, c'est-à-dire remonter un répertoire. Je me dis que c'était peut-être trop difficile aussi. Je demandais peut-être trop en trop peu de temps. Est-ce que vous étiez trop jeune aussi peut-être? Est-ce que c'était une trop grosse responsabilité, trop vite, alors que vous étiez danseuse Je pense que j'étais pas... j'étais trop jeune pour la direction générale, ça c'est sûr. Ouais. Parce que tout d'un coup, je me suis retrouvée à créer un comité d'hygiène et de sécurité. Il n'y avait pas de syndicat, par exemple, quand Roland Petit était là. Pourtant, il y avait 100 salariés, mais il n'y avait pas de syndicat. Donc, créer aussi, ouvrir aussi au syndicat, ce qui était tout à fait logique et légal. J'avais pas de contrat en CDI,
Je n'avais que des contrats de CDD. J'avais des contrats de 18 ans en CDD. Voilà. Donc, il a fallu tout remettre à plat. Et je pense que ça, c'était peut-être une charge trop importante pour moi qui avait envie de me consacrer à l'artistique. Est-ce que vous êtes endurci à ce moment-là? Est-ce que quelque chose a changé chez vous parce que ça a été des mois compliqués? Ça a été un concours de circonstances qui a fait que ça a été douloureux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je l'ai déjà dit, donc voilà, je peux vous livrer ça. On m'a licenciée au moment de la mort de mon père, enceinte. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses à assumer. Dans un contexte sous la pression de Marseille tout entier. Voilà, et on m'a envoyé ma lettre de licenciement le jour de mon anniversaire. C'est beaucoup, hein, pour une seule personne. Donc à un moment, voilà, je me suis dit, il faut tourner la page. Et c'est grâce à ça, parce qu'il y a toujours quelque chose de positif, et moi j'aime bien trouver des choses positives, grâce à ça que j'ai créé avec Julien Deroux le Théâtre du Corps. Est-ce qu'il y a une émancipation de ce monde de la danse, qui a l'air d'être un monde un peu particulier? Qui est un monde très fermé, très particulier, où... comment je peux vous dire ça, sans blesser les gens, mais... où il n'y a pas toujours de l'admiration réciproque. Où j'ai rencontré plein d'artistes, musiciens, chanteurs, comédiens, qui sont des fois bienveillants avec d'autres de leur corporation, qui aiment les musiciens, ils adorent travailler ensemble. Alors ils ont des affinités, mais voilà. Dans la danse, vous n'avez pas ça. Ce n'est que de la concurrence? Et à tout niveau, les chorégraphes entre eux, les directeurs de compagnie entre eux, je trouve ça un peu dommage parce que chacun a sa portée mutuellement. Et si on s'est souvent dit la danse, personne ne nous représente, mais il y a peut-être une raison. Parce qu'on n'est peut-être pas assez soudés, justement, pour être fort et pour faire bloc et pour représenter aussi l'art qu'on défend. Donc, et je le dis sans... j'ai vécu sans ça, ça m'a pas... J'ai pas un manque, mais je trouve ça dommage. Je comprends. Vous voyez, c'est dommage. On arrive sur presque les lieux du crime. Là où grâce à quoi tout a commencé. Oui, on est là devant le Palais Garnier. Est-ce qu'il y a toujours une émotion en arrivant au Palais Garnier? Ou non, maintenant vous vous dites c'est comme un provincial qui arrive la première année à Paris, il voit la Tour Eiffel. Non, c'est quand même une émotion. Et puis c'est surtout que, on parlait de la société qui change. Ici aussi, dans cette maison, ça a changé. Ah bon? Oui, c'est normal. Mais par exemple... ça change quand même si la hiérarchie est toujours plus ou moins la même. Mais c'est quand même... c'est les gens aussi qui sont à l'intérieur qui font bouger les choses. Donc, je reconnais le bâtiment, mais des fois, je ne reconnais pas l'institution. Voilà. Allons voir. Voilà. Bonjour, on va rentrer par là. Là, c'est l'entrée des artistes. Oui, là, c'est l'entrée des artistes. Normalement, on passe par là. Là, il fait tomber dessus. Ouais, ça va, je l'ai pris dans l'épaule. Tu vas bien? C'est grâce à toi qu'on est là. Bonjour, on va par là? Allez, parfait. Alors, vous allez nous montrer votre loge. C'est plus la mienne. Hein. Oui, c'est vrai. C'est plus ma loge. Mais alors, vous avez donc fait l'école ici, et un jour vous passez les étapes et vous êtes nommé. Alors moi, j'ai eu la chance de faire l'école ici. Parce que maintenant, elle est à Nanterre. Oui. Mais avant, on était là, on rentrait par cette porte-là, et on avait la chance de croiser les danseurs du corps de ballet, les étoiles, et tout ça. Donc c'était assez magique et assez féerique.
Et là, c'est l'entrée, entre guillemets, l'entrée des artistes. Maintenant, moi, j'ai pas connu. Maintenant, il faut un badge et tout ça. Avant, on disait bonjour, ça va. Est-ce qu'on va avoir bonjour? Et là, non, si on dit bonjour, ça va. Non, bonjour, ça va, ça va pas le passe faire. Bonjour. Alors, comment on va rentrer? Est-ce que quelqu'un... Bonjour, on peut rentrer? Ah. Non, merci beaucoup. Ah, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ça va aller? Voilà, parfait. Alors, je vous suis, hein, c'est vous qui connaissez les lieux mieux que moi. Oui. Alors, je veux que vous me racontiez, parce que paraît-il que le jour où vous êtes nommé étoile, vous êtes blessé. C'est vrai? Je suis blessée. Parce que, déjà, quand on est nommé étoile, on ne le sait pas. Ou si vous le saviez. C'est-à-dire qu'on a la chance de faire une fois un rôle d'étoile, donc on se dit que déjà, il ne faut pas le louper. Ouais. Et puis, oui, parce que tous les grands rôles sont l'apanage des étoiles. Oui. Et un jour, on vous dit, Voilà, moi j'ai eu la chance de faire Don Quichotte, c'était 22 décembre 90, en matinée, avec mon partenaire de prédilection, qui était mon partenaire depuis très longtemps, Kader Belarbi. D'accord. Voilà. On va peut-être prendre l'ascenseur, parce que si on monte à la loge... Non, à pied, Riyad. Allez, on monte à pied. On monte à pied. Comme ça, on ne perd pas le réseau. Voilà. Et donc, oui, j'étais blessée. Oui. J'avais un double plaquage au mollet. Je vous avoue que je suis rentrée sur scène, je ne savais pas si j'allais terminer le spectacle. Ah oui. À ce point-là. Et je me rappelle, il y avait Patrick Dupont qui était dans les coulisses. Et à chaque acte, il me disait « ça va ». Parce que c'était le nouveau directeur de la danse, en plus. Oui. Donc en plus, il succédait lui, il savait ce qui allait arriver. Il succédait à Rudolf, à Nureyev. Ouais. Et c'était formidable parce que en même temps, on perdait un directeur légendaire avec Rudolf, et en même temps, on avait un artiste extraordinaire qui était Patrick Dupont. Alors là, on est... Deuxième entresol. Deuxième entresol, oui. Cela, on monte les escaliers à pied. En général, on ne les monte pas à pied. On prend l'ascenseur, parce que là, sinon, les danseurs, ils n'ont les pattes coupées. Ils arrivent... Premier étage, on arrive. Voilà. Et donc, vous arrivez au bout? J'arrive au bout, puis je vois Patrick rentrer. Avec, l'époque, c'était Jean-Albert Cartier, qui était le directeur de l'opéra. Parce que Patrick était le directeur de la danse. Et j'entends, devant le public. À monter encore? Oui, alors là, on arrive au plateau. Ah oui. Je ne sais pas si on a le droit d'y aller. On a eu la chance de le voir, nous, avec Dorothée Gilbert. Voilà, là, on arrive au plateau, il y a la scène. Je ne sais pas, attendez, on va voir. Voilà, un plateau à nu, c'est quand même, ça vaut le coup. C'est bien. Impressionnant, hein, son décor. Oui. Ça me rappelle des souvenirs. Ça me rappelle des souvenirs, mais ce qui est très drôle, c'est que quand on danse, là, qu'on passe l'école de danse, toute les années de compagnie, ça devient notre quotidien. Donc on ne se rend même plus compte de ce qu'on a dans les yeux. Alors que là, c'est quand même... Mais c'est assez gigantesque, c'est étonnant, la salle, tout ça, le foyer qui est magnifique. Je ne sais pas si on peut aller... On va faire une petite image au foyer quand même. On en profite. Bon, alors là, c'est vous qui vous ferez engueuler, Pietra, hein, c'est pas nous. Alors là, c'est l'endroit où tous les danseurs s'échauffent avant le spectacle. C'est quand même, vous avez tous les grands portraits de toutes les grandes danseuses, Carlotta Gresi, Et donc moi, pendant des années, je me suis chauffée là et je trouvais ça tout à fait normal. Mais là, je vous sens presque surprise. Ouais, Donc c'est là, sur ce plateau, que vous avez été nommé? Oui, là, absolument. Et donc il entre? Il entre et il dit, voilà, sur la demande du directeur
de la danse, M. Patrick Dupont, je nomme avec le Pitrayella dans ses étoiles, l'Opéra de Paris, voilà. Donc c'est tout d'un coup, wow, c'est assez étonnant parce que ça va très très vite. Je vois plein d'images de moi petite rentrant à l'école de danse. Toutes ces années qui défilent comme ça. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est qu'en fin de compte, moi je ne viens pas souvent ici, honnêtement. Je ne viens pas souvent à l'opéra. Et en fin de compte, le fait, quand je viens, l'année dernière, on a fait un hommage à Patrick Dupont. Donc, la direction avait invité toutes les anciennes étoiles. Donc, c'était formidable de tous se revoir, parce qu'on a tous des parcours différents. Oui, bien sûr. Voilà. Il y en a qui sont en exercice, soit directeurs, soit professeurs, et puis d'autres font autre chose. Et voilà, c'était intéressant de pouvoir échanger. Et puis, alors ça c'est très important parce que c'est à mon époque, je ne sais pas si ça l'est toujours, c'était le tableau de service où il y avait toutes les distributions. C'était là où vous découvriez tout. Alors je ne sais pas si c'est toujours la même chose. Il y avait... Ouais, là, il y a le planning. Et là, je me rappelle, on avait un tableau, là, où on apprenait ce qu'on allait danser. Donc, c'était un peu... Il y avait une forme de pression. Quand on arrivait là et qu'on voyait un nouveau papier... C'est ça. Absolument. Et alors, vous êtes danseuse étoile, mais est-ce que... j'imagine que quand on est danseuse étoile, c'est qu'on l'a voulu. Vous auriez continué dans le corps de ballet sans être étoile? Ou c'était non, vous vouliez atteindre cet objectif? Ça aurait été impensable de pas l'atteindre. Il y a eu un moment, même, je me suis posé la question si je n'allais pas partir. Parce que... Alors là, on est dans un couloir où il y a toutes les loges. Voilà, il y a toutes les loges des étoiles. Donc, voilà. Donc, alors, laquelle était la vôtre? Alors, la mienne, elle était... C'était celle-là. Voilà. C'était celle-là. Voilà. Donc maintenant, c'est Amandine Albuisson. Il y a, je crois... Nous, on a eu la chance avec Riyad de rentrer dans celle-ci, voilà. avec Dorothée. Et moi, ma loge, elle était toute rouge. Ah bon? Ouais, rouge, des pieds à la tête. C'est vous qui avez décidé? J'avais décidé, tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'on a ce genre de privilège quand on est étoile. Pourquoi tu as une loge rouge? Ah, j'ai dit, rouge, c'est bien, ça va me réveiller. Vous pouviez choisir? Oui. On est une vraie star. J'avais un hamac. Ouais. Je m'étais ramené un hamac du Brésil. Et c'est drôle. Voilà. Et ce moment, quand vous devenez étoile, ouais, c'était une obligation? Ou vous me dites que vous aviez pensé à partir? Alors, parce que vous êtes devenue étoile tard? À l'époque, c'était un peu tard, 27 ans. Après, oui, quelques années avant, je me suis posé la question si j'allais pas voilà, avoir une route ailleurs. Et puis, en fin de compte, je me suis dit non, j'ai cru en mon étoile. Quand on veut constamment, fortement, on réussit toujours, comme disait Napoléon. Voilà, et votre père. Et mon père. Et donc, voilà, j'ai résisté, et j'ai bien fait de résister. Et je suis partie au moment où je l'ai décidé, c'est-à-dire quand j'étais nommée étoile, je suis restée 8 ans étoile et je suis partie. Mais alors, ce choix est dingue. Parce que, c'est dingue, ça. Parce qu'on peut être étoile jusqu'à 42 ans. Vous êtes partie à 35 ans? Oui. Et pourquoi? Parce que j'avais... alors... Parce que vous êtes, pardon, mais vous êtes au sommet, enfin, c'est particulier à dire, mais au sommet de votre gloire à ce moment-là. Vous êtes même l'une des... Même dans les danseuses étoiles, il y a des plus connues que d'autres. Et vous êtes la plus connue. Oui, puis je danse avec... je suis la partenaire de Patrick Dupont. J'ai eu 3 ou 4 partenaires prestigieux, comme Nicolas Le Riche, Kader Bellarbi. C'est sûr que puis j'avais une place... je faisais toutes les créations, tous les chorégraphes contemporains choisissaient. Vous aviez une loge rouge. Ouais, loge rouge en plus, donc là, je me la pétais un peu. Ah oui? Mais j'ai senti que c'était le moment. J'ai senti que, bizarrement,
je ne vous ai pas expliqué, quand je rentre à l'école de danse, je suis... ma mère me coiffe les cheveux en bas avec un joli chignon, avec des bandeaux. J'arrive avec une tunique jaune, je suis la seule en jaune, je suis la seule à coiffer en bas. À partir de ce moment-là, jusqu'à le moment où je parte, je me suis toujours sentie à part. Je me suis toujours sentie, pas le vilain petit canard, mais quelqu'un qui avait une route, qui devait... Il y avait autre chose qui m'attendait. C'était vrai ou c'était une construction personnelle? En tous les cas, j'ai cru à cette réalité-là. Je pense que oui. Je regrette absolument rien. Je parlais des moments un peu difficiles à Marseille, des moments de galère pour monter la compagnie. Je suis restée quand même 3 ans sans avoir de studio, en allant à droite, à gauche. Et en fin de compte, je pense que je suis absolument très, très, très heureuse de là où je suis. Je pense que l'opéra, c'était une étape de ma vie magnifique. Par contre, vous ne m'entendrez jamais dire quoi que ce soit sur l'Opéra de Paris, parce que je sais d'où je viens, je sais à qui je dois, en fin de compte, ce qui m'est arrivé après. Je l'ai quitté en étant joyeuse, et pas comme une fatalité, comme des fois certains danseurs à 42 ans se retrouvent obligés, parce que je ne voulais pas être obligée. Choisir. Voilà. J'ai toujours fait des choix. Alors, peut-être que certains choix ont été plus durs à assumer que d'autres, mais je sais que quelque part, je ne dois mes décisions qu'à moi-même. Ça a mis du temps à mûrir ou d'un seul coup à 35 ans, moi j'ai envie d'arrêter, je pars? Ça correspondait aussi au fait que j'avais envie de diriger une compagnie et puis de travailler aussi mon écriture chorégraphique. Et puis c'est l'opportunité. Parce que peut-être que si personne m'avait appelé, si le ministère ne m'avait pas appelé, si le maire de Marseille ne l'avait pas fait, je ne me serais pas dit à moi-même, tiens, je vais prendre la succession des ballets de Roland Petit. Quand vous annoncez ça ici, comment on réagit? Plutôt bien. Ah oui? Ah oui, plutôt bien. Je me rappelle... Il n'y a pas un choc? Ça a étonné sans étonner. Moi, souvent, je retrouve des anciennes danseuses étoiles. En fait, ça étonne d'une danseuse étoile de 35 ans, mais pas de vous. Non, ça ne les a pas étonnés. Ouais. Et d'ailleurs, mon parcours ne les étonne pas. Souvent, quand ce qu'on expliquait, qu'on a développé avec Julien le théâtre du corps, le travail de mélanger les disciplines, j'ai plein d'anciennes copines qui me disent « oui, mais toi, tu as toujours été tournée vers d'autres choses, d'autres esthétiques. Pendant très longtemps, j'ai eu l'étiquette d'être une danseuse contemporaine, ici. Ouais. Donc, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Je pense que les choses, elles sont un peu inscrites. Alors après, il y a l'inconscient, mais en tous les cas, j'ai jamais eu de... Je ne sais pas comment vous dire, donc quand je reviens ici, je suis très contente d'être là, mais je n'ai pas de nostalgie. Oui. Je me dis pas, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais... 50 plus. Voilà, mais non, pas du tout. Au contraire, je me dis, c'est bien, j'ai bénéficié de tout cet enseignement. C'est quand même l'enfant de la République. Hein, c'était gratuit quand même. Ici, c'est une école extraordinaire. Après, rentrer dans une compagnie hyper prestigieuse, arriver étoile. Bon, j'y suis arrivée par mon travail aussi. Hein, mais par contre, moi, c'est... On monte dans les étages? On prend l'ascenseur. On va dans le studio, non? Oui. Alors c'est vous qui connaissez le parcours mieux que moi. Oui, si vous en souvenez. Sauf si ça a changé depuis, mais normalement non. Alors c'est quel étage? C'est le 4e. Là, on est au 2e et on va aller tout en haut. Allez. Par contre,
Oh là! Les ascenseurs sont plus modernes. Ouais. Alors vous savez que quand on est venu avec Dorothée Gilbert, on est resté coincé dans un ascenseur. Mais ça a été. On s'en est sorti vite. C'est pas grave. Si, si. Faut pas me dire ça, non. Non. Ah non, il ne faut pas vous inquiéter. Ah non, non, parce que moi, Ah je non. suis claustrophobe. Ah non, Faut pas non, me dire alors ça, tout va parce bien. que là, non, vous non, allez... c'était pas ceux-là, c'était ceux de l'autre côté. Non, Vous allez non, avoir vite sortir. oubliez, oubliez. Attends. Alors... Alors, est-ce que les couloirs ont changé? Oui, un peu, les couloirs ont changé. Il y a des armoires, il y a des photos. Avant, c'était un peu... Est-ce qu'on voit... Ça, c'est très beau, ça. Ah oui, là, c'est là. Ouais, là, c'est très beau. Là. On voit un peu les... Qu'est-ce qu'on entend, là? J'ai l'impression Il pleut, carrément. Ouais. Il est marqué attention, sol glissant en bas. Ouais. Ben oui, oui, c'est là. Il pleut dans l'opéra. C'est un scoop, ça. Regardez. Oh, Attention, Riyad, ça glisse. oui, oui. Hop. Alors là, j'adorais passer ici parce qu'on avait la vision sur les toits de Paris. Et j'ai fait beaucoup de photos là. À un moment. Ah oui, ici. Oui, oui, oui. Les photographes adoraient Ah bah oui, là, ça rentre très prendre. bien. Alors ça, c'est les 3 studios, d'ailleurs, qui ont été créés quand Rudolf est arrivé. Ouais. On a été en travaux pendant très longtemps. Là, c'est les studios. Là, c'est noir. Mais... Est-ce qu'on peut allumer? On va voir. Attendez. Voilà. Non. Non. Ah on oui, peut pas si, allumer. peut-être. Là, j'allume rien. Non, Non, là, là, c'est le c'est le chauffage. chauffage. Hein. Non, mais je pense qu'ils doivent être... on ne doit pas pouvoir allumer. Bon, c'est sympa aussi de nuit. Hein. Alors, vous aviez ici... Alors là, c'est 2 studios qui sont Donc, vous aviez été ici avec Nureyev, quoi. Oui. Ah oui, oui. Eh oui. Eh oui. Là, il y a l'autre studio qui est exactement le même, mais moi, je vais vous emmener un peu plus haut. C'est le studio, alors on va y aller à pied, qu'on appelle la coupole. Et qui est la réplique de la scène, avec la pente. Oui, avec la pente. Ah oui, avec alors la ça, fameuse pente. J'ai appris qu'il y avait une pente, mais que ça se fait de moins en moins. Que ça se fait plus. Oui, ben, c'est-à-dire que oui, parce que c'est les théâtrales italiennes qu'on ça. Alors ça, je peux vous dire que ça fait, à mon avis, au moins... je vais regarder, ça fait 24 ans que je ne suis pas venue ici. Je ne sais pas, il y a de la lumière là. Alors, je ne sais pas s'il y a une répétition. Voilà. Là, on la voit bien la pente. Hein. Je ne sais pas si on arrive à le voir à la caméra. Mais... Ouais. Alors, ça a un peu changé, parce que maintenant, ils ont mis un plancher que je ne connaissais pas. Et puis, le tapis de danse était noir. Et voilà. Mais c'est là où il y a toutes les répétitions avec le corps de ballet. Là, je me suis accrochée à la barre pendant des années. ici. Là et là-bas. J'aimais bien. Et alors, vous faisiez quoi? Les gammes? Oui, on faisait des exercices, le cours, avec des professeurs incroyables. Ouais. Ce choix de partir à 35 ans, comme Brigitte Bardot, partir au sommet, c'est ça? Il y a de ça. Ouais. Ouais, il y a de ça. Bon, après, créer autre chose, mais c'est marrant que vous parliez de Brigitte Bardot, parce que c'est quelqu'un qui m'a donné une conscience très très jeune, puisque je suis devenue végétarienne, un peu grâce à elle. Ah oui. Oui,
parce que j'ai pris conscience de beaucoup de choses sur les élevages en batterie. Je me suis même dit d'ailleurs qu'on devenait ce qu'on mangeait, donc pour moi c'était exclu que je mange de la souffrance animale. Donc c'est marrant de vous parler de Brigitte Bardot, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a eu c'est extraordinaire comme parcours. Je veux dire, une femme qu'on a adulée dans le monde entier, qui a été connue, et puis qui s'arrête en pleine gloire et qui fait de sa vie quelque chose d'extraordinaire. Cet amour qu'elle a pour l'animal. Puis avec des actes. Quand vous parlez des actes que Rodolphe nous disait faites pour parler, elle aussi, elle a beaucoup fait. Donc c'est... Pardon, je vous ai coupé la parole. Non, pas du tout. Sur ce choix de partir à ce moment-là, un peu comme elle, et de décider et ne pas se laisser j'avais pas guider par j'avais pas envie puis j'avais pas envie aussi d'une routine, parce que vous pouvez rentrer dans une routine. C'est-à-dire que vous faites... vous faites prenez des cours, vous répétez, il y a des chorégraphes qui viennent, après il y a les ballets classiques, vous les reprenez 1 année, 2 années, 3 années, 4 années. Je pense que c'est mon envie de création qui m'a un peu obligée. Ah bah tiens, la minuterie a dû s'arrêter. On est dans l'intimité là du studio, pas mal aussi comme ça. Ça vient aussi. Mais ça n'a pas tant changé que ça, quand on compte. Cette coupole. Ouais. Avant que Rudolf arrive, il y avait que ce studio-là. Il n'y avait pas les deux en D'accord. Et il était, c'était pas du tout dans cet état-là. Il a apporté quand même aussi une modernité de l'outil de travail qui n'était pas négatif. Il a fait évoluer d'une certaine manière. Non. Voilà, donc que de beaux souvenirs. Il y a quand même une question que je pose souvent sur la danse, et je pense qu'on vous la pose aussi très souvent, surtout la danse classique. C'est un art de la souffrance d'une certaine manière. Il faut accepter la douleur. Et ici, est-ce que vous avez des souvenirs de douleur, très clairement? Oui, bien sûr. Mais on vit avec la douleur en permanence, au quotidien. Mais il n'y a pas que la danse classique. Toute forme de danse, il y a des techniques. Je vous assure que les danseurs de hip-hop, ils souffrent aussi. Il y a des choses quand même qui ne sont pas évidentes. Mais l'en-dehors, oui, l'en-dehors, mais le fait de monter sur pointe, ce qui n'est pas du tout naturel. Ah oui. Puis c'est sûr que vous parlez de l'en-dehors, puisque en général, l'être humain, il est plutôt fait pour être les 2 pieds parallèles dans la terre. Après, il faut aussi dépasser ça. C'est-à-dire il faut dépasser aussi la douleur. Oui, mais ça, c'est difficilement entendable parfois de dépasser la douleur. Non, parce que le plaisir d'être sur scène, le plaisir d'offrir aussi son travail va au-delà d'une souffrance physique. Il y a quelque chose, il y a le fait de s'accomplir aussi dans le spectacle, dans le rôle qu'on va défendre. Il y a quelque chose qui transcende. Souvent, on a mal dans les coulisses et puis on a pas mal sur scène. Et puis après, quand on sort, on a mal dans les coulisses. Mais on vit avec la douleur au quotidien. Mais bon, est-ce que vous croyez qu'un boxeur, il ne vit pas avec la douleur au quotidien? Ou un footballeur, ou quelqu'un qui fait des arts martiaux? Un boxeur, oui. Mais... Si. À chaque... Si. Mais c'est un sport c'est pour ça que si on s'arrête à ça, il ne faut pas faire de danse. Je pense que c'est trop dur. C'est un sport ou c'est un art? C'est un art. Parce que vous avez comparé à des sports, vous voyez. C'est un art avec une dimension sportive, athlétique, parce qu'on demande des choses incroyables à faire avec son corps. Mais c'est avant tout un art. C'est ça qui est le plus intéressant pour moi. C'est pour ça que j'ai appelé mon spectacle La femme qui danse. C'est qu'on est avant tout des êtres humains qui dansent. Ce corps, on doit l'aimer d'une certaine manière parce qu'il nous fait faire et il peut faire si on le transcende des choses extraordinaires. On le doit détester parce qu'il a une contrainte. La douleur, c'est une contrainte. Je ne peux pas aller plus haut, je ne peux pas descendre plus bas, je ne peux pas faire le grand écart. Bien sûr, il faut savoir l'écouter aussi, parce qu'il y a des jours où ça va très bien, il faut en profiter. Puis il y a des jours où ça va moins bien, il faut savoir aussi mettre un peu le frein.
Mais en même temps, il faut le pousser. C'est il un faut le pousser. équilibre et C'est-à-dire une qu'il ne faut pas non volonté. plus trop s'écouter. Eh oui, Voilà. finalement. Voilà. Donc, mais c'est comme dans la vie. Parce que si on s'écoute, on reste chez soi, on reste dans son lit, on ne fait plus rien. Ouais. On regarde les séries Netflix. Ouais, ça Voilà. vous ennuie, ça. J'aime bien les séries Netflix, mais pas toute la journée. Vous voyez. On redescend? Allez, on redescend. Bon, c'est formidable d'avoir eu l'opéra Oui. pour soi. On descend, on va descendre. C'est On va celui-là descendre. qui nous a trahi Ouais, la ouais. dernière fois. Oui, non, on va pas le prendre. Non, on va pas le prendre alors. Bon, je préfère. Puis là, descendre les escaliers, Ouais, c'est plus facile. c'est facile. Ouais. Voilà. Hop. On repasse par le même endroit, comme ça. Il faut faire attention. Merci. On parle du corps et de la douleur. La blessure, vous en avez vécu des graves? Parce que vous Oui. parlez de celle le jour où vous dansiez. Oui, mais j'en ai vécu une Vous il y a, avez il y a- été il y a- étoile. il y a moins longtemps que ça, une Ouais. blessure très grave. Très grave avec un mauvais diagnostic en plus. Ah oui. Alors, où on m'avait diagnostiqué une nécrose de la hanche. Ah, attention, toujours à l'eau. Ouais. Et on m'avait dit c'est terminé, lancé, je suis repartie en béquille. Il y a longtemps ça? Il y a une dizaine d'années. Ouais. Et puis j'avais gardé, parce que j'ai gardé énormément d'amis à Marseille, dont un grand professeur qui m'a dit, qui s'occupe de toute l'imagerie à la Timone, et qui m'a dit, viens, est-ce qu'on t'a fait cet examen-là? Alors j'ai dit, non, on m'a pas fait cet examen-là. Il me l'a fait, il m'a dit, non, je te rassure, c'est pas une nécrose de la hanche, tout va bien, tu vas faire exactement ce que je te dis, tu vas rester 2 mois en béquille, sans poser le pied par terre, et après on va mettre un protocole pour reprendre, et j'ai repris sans problème. Et ça a marché. Si j'avais écouté le médecin de l'époque, j'arrêtais. Donc, Rez-de-chaussée, j'imagine, pour Rez-de-chaussée. sortir. tu veux pas venir avec nous? Non, bon, d'accord. Et j'imagine que ça, c'est une crainte aussi, la blessure. Parce que la blessure, Oui. elle peut, décider. Elle peut être comme vous dites, définitive. On peut choisir. Elle peut être sa définitive, fin, la bien sûr, blessure, bien elle sûr. peut choisir pour vous. Elle peut être définitive, et puis c'est vrai que pour un danseur, c'est terrible d'être comme ça, en béquille, sans poser le pied par terre. En plus, ça m'est arrivé 15 jours avant une première à Paris. Donc il a fallu que j'apprenne le rôle à une de mes danseuses. Donc c'était un peu sportif tout ça, mais bon. Alors là-bas, dans le couloir, après on tourne et c'est la cafétéria. Donc on allait manger, voilà. Ça m'étonne quand vous m'avez dit, ouais, je reviens pas souvent. Non, je reviens pas souvent. Vous Non, venez non. pas voir de Non, spectacle. non, très peu, très peu. Pourquoi? Parce que ça d'abord, vous intéresse pas ou parce que vous n'avez pas le temps? non, peut-être déjà, j'ai pas le temps. Oui. Non, mais si Parce vous aviez le temps, si j'avais le temps, je viendrais. vous serez à la retraite et que vous pourrez plus danser. Je ne sais pas si je serai à la retraite, je vais vous dire franchement. Ah bon Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si. Parce que ça ne me correspond pas à la Ah, donc retraite. vous danserez tout le temps? Oui, enfin, je ferai danser. Merci, monsieur. Merci. Ou je serai. Ou je serai avec mes danseurs, en tous Oui. les cas, dans le studio. Vous voyez? Je ne sais pas si la retraite, c'est pour moi. Ou alors si. Parce que je dis tout le temps à mes amis, si je suis à la retraite, j'ouvre un refuge pour les animaux Ouais. et je m'occupe, voilà. Des Je animaux. m'occupe des animaux. Ouais, c'est ma deuxième passion, on va dire. Mais est-ce que je Et serais... si on vous disait de prendre l'école de danse, vous le feriez?
Prendre l'école de danse là, ici? Ouais. Merci. Merci. Non. Non. Non, là, moi, j'ai ma vie... Alors, on se dirige par là. ouais. J'ai ma vie avec le théâtre du corps. J'ai mes jeunes avec le CFA. J'ai aussi, ça c'est assez récent, depuis 2 ans, on a été nommé directeur artistique par le maire d'Alfortville. Mais ce serait quelque chose de très prestigieux et beaucoup de grands danseurs ici sont devenus ensuite directeurs de la danse ou directeurs de l'école, vous voyez? Oui. Oui, mais bon, je peux faire l'exception qui confirme la règle. Oui. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Bon, alors vous continuez sur scène, là vous continuez à faire Gisèle, mais Gisèle avec un S. Oui. Alors c'est quoi cette histoire? Alors, cette histoire, figurez-vous que j'ai imaginé, évidemment, ce ballet mythique. C'est un ballet mythique du répertoire du Alors vous l'avez joué ici, j'imagine. Je l'ai joué plein de fois ici et ailleurs. J'ai joué la version de Matsek aussi également. J'ai imaginé avec Julien, on a imaginé que la Gisèle du 19e revenait dans notre monde contemporain et questionnait la condition de la femme. Oui, ça doit lui faire bizarre. Et on n'est plus dans les 2 classes d'opposition entre les paysans et la noblesse, où cette jeune fille est éperdument amoureuse de ce prince qui, en fin de compte, ne va pas assumer la situation et va la trahir. Mais on est dans 4 histoires de jeunes femmes et on s'est appuyé sur les violences faites aux femmes. D'accord. Et ces jeunes femmes vont être trahies par l'amour et elles vont périr par amour. Donc on est sur un premier acte qui est très contemporain et avec une certaine violence, mais qui est la violence de notre société aussi. Et on voit aussi les aspects, parce que qui était pour moi aussi intéressant de travailler, parce qu'on est tous touchés de près ou de loin par ces violences. Et il y a des violences physiques qui sont terrifiantes, mais il y a des violences psychologiques horribles, qui sont très très dures à supporter et qui peuvent détruire. Et donc on a travaillé avec Julien sur Gisèle féministe. Un peu quand même, puisque le 2e acte est un Gisèle très féministe là, puisque nous sommes des Willis. Cette Gisèle est devenue la reine des Willis. Elle a monté son armée. Oui, qui sont dans le ballet original. Voilà, elle a monté son armée et là, ce sont des combattantes, ce sont des guerrières, ce sont des femmes comme des Amazones. Ah mais alors attendez, vous entrez dans une guerre des sexes? Non, je ne rentre pas dans une guerre des sexes parce que je ne dévoile pas la fin, mais la vengeance des femmes n'est pas celle des hommes. Voilà. Et mais on est sur des femmes effectivement on a travaillé beaucoup sur la sororité, sur l'énergie de ces femmes. En plus, on a des interprètes qui ont des âges différents. Donc ça, c'était très intéressant. Et puis sur le collectif, sur l'énergie commune, sur la force commune. On a travaillé sur la voix, sur vraiment ce monde des morts qui vient hanter le monde des vivants, mais pas d'une façon romantique comme la Gisèle qu'on connaît, mais avec des jeunes femmes qui s'affirment et qui sont des combattantes. Donc voilà pourquoi c'est Gisèle avec un S. Parce qu'il n'y a pas une Gisèle, il y a plusieurs Gisèles. Et tout le premier acte, on suit l'histoire de 4 couples qui vont toutes, malheureusement, ces femmes vont toutes périr par amour, par trahison. Et ça a toujours été un thème qui a résonné dans le sens où quand je dansais Gisèle, quand j'étais plus jeune, je dansais la version romantique, et je trouvais
Alors je ne savais pas l'analyser, mais je trouvais que c'était d'une grande violence. Cette jeune femme qui devenait folle, qui était trahie par cet amour, qui était d'une naïveté étonnante, et qui périssait par trahison. Et après ce deuxième acte, qui était un deuxième acte où on sentait que l'esprit de ces femmes était là et hantait cette forêt, il y avait quelque chose pour moi d'assez dur et d'assez violent, malgré tout le romantisme, malgré le fait qu'on devait être des personnages transparents, éthérés, des esprits. Alors là, mes guerrières, mes Giselles qui sont mortes, ne sont pas que des esprits, elles sont aussi la force. Voilà, et elles puisent leur force dans le sol. Et donc, à la scène musicale au mois de mars. Scène musicale au mois de mars, mais pas que, puisque on a la tournée, on va à Marseille, on va à Nantes, on va à Grenoble l'année prochaine. Il y a énormément de villes. On a une quarantaine de dates encore à faire. Ce qu'on voit dans votre parcours, c'est que vous êtes venu d'une formation très classique pour aller ailleurs. Et d'ailleurs, c'est le parcours qu'on est en train de faire là entre l'opéra et on va voir juste là. Oui, Alors, comment vous avez... Parce qu'on n'en a pas parlé encore, et avant qu'on arrive là-bas, je vais vous poser la question. Danse avec les stars. Parce que c'était aussi une manière pour vous de devenir extrêmement populaire. Pourquoi vous avez fait ce choix? Et est-ce qu'il a été très critiqué dans ce monde corseté de la danse? Alors, il a été, je pense, très critiqué, mais c'était une période où je me foutais des critiques. Ah oui. Oui. J'ai passé une étape. Il y a eu une période de ma jeunesse où on fait tous attention. Est-ce qu'on vous aime? Est-ce qu'on vous aime pas? Voilà. Là, pour moi, on m'a proposé cette émission. Je la connaissais pas. Je regarde très peu la télé. Et j'ai visionné une ou deux émissions. J'ai dit, oh tiens, ça peut être drôle. Et puis en la faisant, je me suis dit, tiens, d'abord je suis arrivée, je leur ai dit, moi, et hors de question que je danse avec des chaussures, je ne fais pas de danse de salon, je vais danser pieds nus. Ils me disent, ah oui, vous êtes sûr? Je dis, oui, danser pieds nus. Et c'est comme ça que la danse contemporaine est arrivée dans l'émission. Donc je me suis dit, bon, c'est très bien. En plus, ça me donnait la possibilité aussi de pouvoir expliquer aussi cet art qui est mal perçu du grand public, ce qu'était la danse à deux, qu'est-ce qu'on pouvait exprimer en tant que danseur, qu'on n'était pas obligé d'être comédien, d'avoir un texte pour raconter une histoire. Enfin, voilà. Et ça a été, je crois que j'ai fait ça 6 ans, ça a été une bonne expérience. Alors, que ça a été critiqué par le milieu, certes, mais mon copain Patrick Dupont m'avait appelé en me disant c'est très bien, c'est un très bon choix, tu as eu raison. Lui qui a essayé de démocratiser la danse. Oui, mais alors, la démocratiser, d'accord, mais vous aimez l'art, je le sens, l'art classique, vous aimez ce haut niveau artistique. Là, vous deviez vous tirer les cheveux parfois. C'est-à-dire que il ne faut pas que ça devienne du populisme artistique, vous voyez, on abaisse le niveau pour plaire à tout le monde. C'est pas abaisser le niveau puisque c'est pas des professionnels. Oui. Si vous voulez, c'est comme si moi je prends des gens dans la rue, puis tout d'un coup, pendant 2 mois ou 3 mois, je vais leur donner la notion de l'équilibre, la notion de la giration, de l'élévation, de leur rapport avec son partenaire, comment s'abandonner dans ses bras, comment prendre la force dans le sol. C'est quand même intéressant de voir des gens novices qui ne savent pas le faire. Le rythme, la musique, leur relation à la musique, leur relation au tempo. Voilà, après, bon, moi ça a duré 6 ans, à un moment je me suis dit, je suis partie parce que j'avais, l'année où je suis partie, j'avais, je crois, pas loin de 110 représentations. Là j'ai dit, là, c'est arrêté, c'est la compagnie, surtout que ça me prenait quand même beaucoup de temps, au moins 2-3 mois. Et comment ça, on vous a appelé, vous êtes allé pour une question d'argent aussi ou pas du tout? Ah non, franchement, non. De toute façon je dis, on fait de la danse pas pour l'argent, pas pour ce métier-là. Non. On n'est pas des footballeurs, ça se saurait. Donc non, je n'ai pas fait pour l'argent. J'ai fait aussi parce que, pour les raisons aussi pour un challenge pour moi. C'est-à-dire je me suis dit, est-ce que je vais arriver à faire passer des messages? Est-ce que je vais arriver à trouver les mots? Parce que autant à des professionnels, on se comprend. On a la même éducation, on a le même langage. Autant à des gens qui n'en ont jamais fait, c'est pas évident. Leur faire comprendre la subtilité, la musicalité, leur relation à l'espace.
Je me suis dit, est-ce que je suis capable de faire ça? Après, j'ai été avec un jury avec des gens fort sympathiques qui faisaient beaucoup rire. Ah oui, c'est ça. Bah oui, on s'entendait Vous très avez bien. aimé, quoi. Donc je me suis dit, bon, ben, c'est très bien. Ça ne m'empêchait pas de faire mes spectacles. Effectivement, il y a eu, il ne faut pas se voiler la face, il y a eu quand même une notoriété, les gens dans la rue commençaient à me reconnaître. Bon, je me suis dit, bon, c'est très bien Pour les spectacles. promouvoir les spectacles. Voilà, Ouais. moi personnellement, j'en ai rien à faire. Que les gens me reconnaissent ou pas. Et vous regardez encore Danser avec les stars ou non? Alors moi, je ne regarde pas la télé. Ah oui, voilà. Donc, là, Alors vous êtes c'est mon tranquille. problème parce que je regarde, à part les chaînes d'infos, Ouais. c'est à peu près la seule chose que je regarde. Tiens, d'ailleurs, vous pensez quoi si vous regardez les chaînes d'infos de notre nouvelle ministre de la Culture? Ah bah écoutez, moi j'attends de voir. Vous savez que Parce que- vous êtes son sosie vocal. Ce que tout le monde me dit. Non mais bon, c'est vrai. Mais moi je ne trouve pas. Oui, Mais ah bah, moi je trouve. il paraît que on a la même tessiture de voix. Oui, mais même un peu dans le phrasé. Dans... Ah oui. Ouais, ouais. Moi je n'en pense que du bien. D'accord. Parce que j'ai horreur qu'on fasse des procès d'intention aux gens avant qu'ils aient commencé. Voilà. Moi je trouve que je crois que c'est quelqu'un qui aime bien la culture. Et voilà. Moi vous savez, on s'est toujours dit, certains ministres de la culture, oh, c'est formidable, il a fait plein de choses, puis en fin de compte, on a été déçus. Bah, moi, je trouve qu'il faut laisser Rachida Dati, voir. Oui, mais il faut laisser, sa chance au produit. laisser la chance aux gens. Et moi, j'ai horreur des partis pris. Voilà. Parce qu'on en a toujours eu vis-à-vis de moi. Ouais. On a toujours dit, ah mais Petra elle est ceci, Petra elle est cela, elle pense comme ça, elle fait ça, elle agit comme ça. Alors qu'en fin de compte, quand les gens me rencontrent, ils disent, ah ben non, c'est tout l'inverse. Donc je donne aussi, moi je suis toujours, comment je pourrais dire, vierge de tout ce que j'entends quand je rencontre les gens. J'aime pas avoir des idées préconçues. De l'opéra, et on va s'éloigner un petit peu, comme Oui. ça on va prendre du chant. De l'opéra à l'Olympia. De l'opéra à l'Olympia. Et ben alors là, ça aussi, ça fait partie de. Vous êtes devenue la première. Je suis, Riyad, il faut qu'on le montre. voilà, j'ai été la première danseuse en 2000 à aller à l'Olympia sur une chorégraphie de Caroline Carlson, donc le bac. Et le milieu de la danse. Ouais. Bonjour. Ah oui, on vous reconnaît. Ben, et donc le milieu de la danse, au départ, a pensé que c'était une bêtise, que c'était une erreur. On ne comprenait pas pourquoi j'allais me produire à l'Olympia. Mais alors, vraiment, je ne comprends pas. C'est parce que ça me paraît pas non plus aberrant. Enfin, ça me paraît pas être quelque chose Non, d'incroyable. c'est quand même le temple du music hall, des artistes. Il y a quand même des gens illustres qui sont venus produire ici. Ouais. Bon. Et quand je me suis installée une semaine quand même, hein, c'était 5 représentations. Ouais. Souvent les artistes font un Olympia, on avait fait 5. Et ben, quand les gens sont venus me voir, ils m'ont dit oh mais quelle bonne idée. Bah oui. Et même les gens du métier. Donc c'est comme quoi, vous voyez, les partis pris, il ne faut pas en avoir. Donc moi je trouve que c'est... Et à l'époque, alors c'était pas les Cocatrix parce qu'ils... Et alors, voir son nom en lettres rouges. Ça fait un drôle d'effet. Ah, là aussi. Ouais, c'est quand même un drôle d'effet. Mais c'était Jean-Michel Boris qui était encore là et qui avait toute l'historique de ce théâtre mythique qu'est l'Olympia. Merci de nous avoir emmenés dans cette soirée depuis chez vous, à votre ancien chez vous, et puis à un lieu mythique où vous êtes produit. Que j'aime beaucoup et que j'adore passer devant. Je pense que ça a fait rêver beaucoup d'artistes de pouvoir se produire. C'est quoi la suite? Pas de retraite, hein, vous m'avez dit. Non, pas de Surtout retraite. pas. Non, je crois pas. La suite, c'est des créations, des projets, la compagnie, des jeunes qu'on va lâcher et qui vont devenir De grands danseurs. les grands danseurs. Voilà. On aura cette satisfaction d'avoir contribué à ça. Merci beaucoup. Merci.